Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du 9-10, 31e du nom ce soir. En ce début février, on a déjà mangé le mois de janvier 2023, c'est terrible. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat et bonsoir à Roma Lotidis pour son premier message dans le chat, bienvenue à toi. Bonsoir à tous donc pour ce rendez-vous habituel de vos lundis soirs, hein, 21h. On passe une heure et demie, en général plus une heure et demie qu'une heure d'ailleurs, à parler des footballs de la planète Hello, que ce soit les Amériques, l'Afrique ou l'Asie. On va avoir un menu encore très américain, hein, très sud-américain ce soir au programme. Je vais vous le montrer dans un instant avec le sommaire. Je vais quand même avant accueillir ceux qui vont m'accompagner pour cette émission. On va commencer par celui qu'on voit. Voilà. On va commencer par Monsieur Vincent Dupont. Salut Vincent, comment ça va? Salut Nico, salut le chat et salut Pierre après. Ouais. Bah ça va bien, écoute, tranquille, tranquille. Tranquille, eh ben écoute, voilà, on va passer l'émission, on parlera un peu d'Argentine avec toi tout à l'heure, un peu beaucoup d'Argentine tout à l'heure. Avec Ouais, toi, vous avez l'habitude d'entendre sa voix, hein, et notamment sur les soirées Sudam, notamment. On était ensemble hier soir pour encore un magnifique 0-0, hein, on est en train d'enchaîner les 0-0, c'est magnifique. Du suspense, du spectacle, c'est fabuleux, bref. Les Ah, chats noirs. ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais la semaine, on verra si on est vraiment les chats noirs parce qu'on le disait hier dans le live. Dimanche prochain pour la soirée Sudam, Vincent n'est pas là. C'est River oui. Argentinos. On s'est engagé à ce qu'il débute. Donc voilà, on verra qui est le chat noir dimanche prochain. On fera ce test-là. Mais ça, c'est un autre débat et vous avez entendu sa voix, la deuxième personne qui va m'accompagner ce soir. Il est en Colombie, il est en train de préparer son beau maillot jaune, de mettre ses petites peintures sur les joues pour pouvoir aller au stade tout à l'heure, pour aller supporter sa chère et sa très belle Colombie au Sudamericano. En attendant, il est avec nous, c'est Pierre Gerbeau. Salut Pierre. Salut Nico, salut Vincent, salut à tous. Non, non, moi, la peinture sur les joues et le maillot jaune, non, non, pas quand je suis en tribune de presse. Pas Ah, du tout. pas d'autre, hein, monsieur. Ah non, non, par contre, ouais, pour l'anecdote, on n'était pas en live vendredi, mais voilà, on n'est pas en live. La Colombie marque des buts et gagne. Ouais, il y a quelques confrères colombiens qui se sont un petit peu lâchés sur les buts paraguayens, sur les buts colombiens face aux Paraguayens. Voilà, Normal. mais pas Normal. moi. Mais bon, écoute, on verra tout à l'heure, hein, on va en parler du Sudamericano dans un instant. Ben justement, je vais faire la transition, elle est toute faite. Je vais vous le montrer, le sommaire de la soirée. On va commencer par quelques news et on va on va se balader au Chili, au Pérou. Vous allez voir que c'est assez drôle, entre guillemets. Avec un gros scandale ce week-end au Chili, notamment, hein, ça fait beaucoup parler sur les réseaux, dans les médias, et ça pose quelques soucis auprès de certains clubs, une histoire de terrain. On en parlera dans un instant. Ensuite, on ira au Pérou où le championnat a débuté dans des circonstances, comment dirais-je, très particulières. Pareil, vous le verrez. Ensuite, on terminera les news en parlant justement de ce Sudamericano U20 qui se tient en ce moment en Colombie et que vous suivez, hein, au fur et à mesure des matchs sur Hello, que ce soit dans les comptes rendus et dans les rendez-vous hebdomadaires, dans le 9-10. Ensuite, un dossier que l'on va vous présenter avec Vincent. Alors j'ai mis le retour des barrasses. Elles sont jamais parties, hein. On va bien, on va Non, se mettre d'accord. malheureusement non. Voilà, d'entrée d'émission avec le sommaire. Mais vous allez voir, il y a une sorte de résurgence de la violence. C'est valable sur toute l'Amérique du Sud, hein, même de toute façon, mais très particulièrement en Argentine. Et justement, on va faire un petit point parce qu'il y a aussi des actions qui sont menées par certains clubs et qui méritent d'être mises en avant. On en parlera tout à l'heure. Ça sera le dossier et vous en avez l'habitude puisqu'ils sont revenus la semaine dernière. On terminera par les traditionnels Golasso. Hello, voilà pour le sommaire. J'espère que vous êtes confortablement installés. Et franchement, ce soir, on a démarré presque à l'heure. On a démarré sans aucun problème technique. On va toucher du bois et on va essayer d'y aller. On va commencer donc par les news de la semaine. Et les news de la semaine, je le disais à l'instant dans le sommaire, elles vont nous emmener au Chili. Et au Chili, où ce week-end se déroulait une traditionnelle journée de championnat, dirons-nous. La troisième journée de championnat. Et à l'occasion de cette journée, l'Unión Española accueillait Everton au Santa Laura. Très très beau stade, hein, si vous n'avez jamais vu des images du Santa Laura avec les Andes derrière, c'est toujours très beau, sauf que voilà, à peu près vu du sol, l'état du terrain de ce fameux Stadio Santa Laura. Et c'est justement
cet état-là qui fait énormément parler au Chili. Alors, on va poser un petit peu le contexte parce qu'il y a des choses à comprendre pour le contexte dès le départ et pourquoi ça a beaucoup d'importance. Ce stade-là, parce qu'on pourrait se dire, bon, l'Unión Española, ça reste un club historique du championnat chilien, mais c'est pas un géant. On va se dire, dans l'absolu, ils vont peut-être pas jouer le titre et tout, mais il y a un contexte très particulier. On va rappeler qu'au Chili, il n'y a que 5 clubs qui sont propriétaires de leur stade, entre la D1 et la D2, je peux vous les nommer, hein, c'est la Católica, c'est Colo-Colo, c'est Cobreloa, c'est Huachipato, et c'est donc l'Unión Española. Il y a des équipes qui actuellement ne jouent pas dans leur stade, je vais y revenir dans un instant, et donc ce Santa Laura qui est propriété d'Unión Española est un stade très utilisé, vous le voyez. Et si vous écoutez ou réécoutez cette émission sur des podcasts et que vous n'avez pas les images, je vous invite à aller voir du côté de YouTube parce que je vais vous montrer quelques autres images. Ça, c'est la vue au ras du sol et la vue depuis la télévision. Cela donnait ça. Alors déjà, on commence à se dire que ça commence à être un petit peu terrible. On est pour le coup un petit peu moins dans un stade digne d'une première division. Et je peux même vous montrer un petit peu d'images vues au ras du terrain prises à la fin du match. Vous le voyez, ce terrain-là n'est plus du tout un terrain de foot. C'est un champ de terre, tout simplement, avec un petit peu d'herbe entre les mottes de terre. Ouais, le Colo-Colo de Valdivia, Crucci. Bienvenue à toi d'ailleurs. Bonsoir. Donc voilà, on pourrait se dire que l'affaire s'arrête là, sauf que ça pose un premier problème, vous imaginez déjà lequel, c'est en termes d'image, parce que forcément, c'est très difficile d'être attractif, que ça soit pour le diffuseur, que ça soit, si on veut éventuellement vendre des droits dans d'autres pays, je parle pas en France, hein, mais je parle dans d'autres pays, pour les spectateurs. C'est même pas un terrain de district en Alsace, je pense, hein, franchement, Crucci, j'ai rarement vu des terrains aussi dégueulasses. Donc voilà, ça pose des problèmes en termes d'image, mais ça pose aussi et surtout, vous le comprendrez, des problèmes en termes de pratique du football. Et d'ailleurs, à la suite de cela, le syndicat des joueurs a réagi sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, justement, avec ce tweet-là, où il y a l'image qui correspond à peu près à celle que je vous ai montrée, qu'on voyait à la télé, où il y a la légende, entre guillemets, enfin le tweet qui accompagne cette image, c'est pour les joueurs, pour les spectateurs, pour le spectacle, pour tout, le Santa Laura n'est pas présentable et les joueurs risquent des lésions assez graves. On ne peut pas continuer de valider ce type de terrain, d'enceinte, et les professionnels du football méritent le respect. Ça pose un problème parce que le Santa Laura est problématique sur le terrain, enfin son état est problématique depuis plusieurs mois. C'est pas nouveau, ça vient pas d'apparaître. C'était déjà le cas un petit peu la saison dernière. Et ça ne cesse d'empirer depuis. Et là où il y a un problème, souvenez-vous, je vous ai dit 5 clubs au Chili possèdent leur stade. Il y a des clubs qui sont actuellement sans stade. L'Universidad de Chile et la Católica, pour ne pas les nommer. Ces deux-là, le AU de Chile n'a pas de stade, vous le savez. D'ailleurs, je vous renvoie vers un podcast qu'on avait fait. Je vous mettrai le lien dans la description sur les replays et vous pourrez aller voir. L'AU de Chile n'a pas son propre stade. Il y a une histoire assez folle d'ailleurs avec les stades de l'AU. C'est le lien que je vous mettrai. On en avait parlé dans un Bola Latina. Et surtout, donc, elle joue habituellement au National, à l'Estadio Nacional, qui est actuellement en travaux pour les futurs Jeux panaméricains. Ça, c'est le premier point pour la U, qui cherchait un stade. La Católica, elle, a son stade, San Carlos de Apoquindo, qui est actuellement en train d'être rénové, donc qui ne sera pas disponible pour la saison 2023. Là où ça pose problème, c'est que ces deux clubs-là, d'après le règlement de la Ligue, ont dû déterminer dans quel stade ils allaient être considérés comme locaux cette saison, dans quel stade ils accueilleraient leurs adversaires cette saison, et ils avaient fini par trouver un accord avec les propriétaires du Santa Laura, donc avec l'Unión Española. Et donc, la U de Chile et la Católica sont censés jouer dans ce stade-là. La U de Chile a perdu son premier match du championnat sur ce stade-là. Ça avait posé souci, donc, par rapport à cela. Parce que donc 3 équipes utilisent ce stade-là et les propriétaires du stade avaient bien précisé, vu l'état du terrain, on ne va pas pouvoir jouer 2 matchs par week-end sur cette pelouse. On ne peut pas jouer 2 matchs par semaine sur cette pelouse. Un seul. Enfin, pelouse. Vous avez bien compris le truc. Donc, voilà la problématique. Elle a été tellement importante que les matchs amicaux de la Católica et de la U qui devaient jouer contre Tacheres dans ce stade ont été annulés pour des raisons d'état du stade. Et le championnat a démarré. Et là où le tweet du syndicat des joueurs
n'est pas tout à fait, n'est pas anodin, c'est que ce stade-là a été supervisé par la Ligue, a été validé surtout par la Ligue. Donc la Ligue chilienne a autorisé à ce que des matchs se jouent dans ce stade. Ça pose de gros soucis. Donc vous l'avez vu pour la santé. Il y a eu trois inspections de la NFP quand même qui ont validé ça. Et le terrain, depuis, ne cesse d'empirer. Il y a toute une saison à tirer là-dessus. Ce qui s'est passé aussi derrière, on a un silence radio depuis de la NFP. Il n'y a pas depuis ce week-end, le match de l'Union Espagnola, c'était samedi. Pas de nouvelles depuis de la NFP qui apparemment a perdu sa connexion. Ce que l'on sait, c'est que la OU a décidé déjà de s'en aller. Elle ne jouera pas au Santa Laura le week-end prochain. Elle a décidé d'aller à la Portada. La Portada, c'est à La Serena, c'est à plus de 400 km de Santiago. La Católica, elle avait déjà décidé de s'en aller. Elle avait accueilli Curicó Unido à Concepción, à 500 km au sud de Santiago. Mais ça va poser problème. Et d'ailleurs, la Católica a déjà annoncé qu'elle accueillerait la prochaine journée de championnat, elle accueillerait Cobresal à Rancagua, qui est un peu plus près, un peu moins d'une centaine de kilomètres. Pendant ce temps-là, il va rester l'Union Espagnola dans ce stade-là. Il va rester à régler ce problème-là. Et c'est un problème aussi, je le disais, pour le football chilien. On attend la réaction de la NFP, la Ligue chilienne, parce que franchement, ils ne vont pas pouvoir faire une saison là-dessus. Ils ne vont pas pouvoir faire tout simplement une saison là-dessus. Ça devient absolument problématique. Et donc, l'image du championnat chilien en prend encore un gros coup. Affaire à suivre donc, mais c'est l'un des grands scandales du week-end. Alors par rapport aux questions, est-ce qu'ils peuvent pas mettre un synthé? Je t'avoue, je ne sais pas, Red le Rouge. Il y a certains synthétiques au Chili. J'ai plus le nom du stade, il me semble qu'ils sont en synthétique. Et à Audax, la Florida, je crois que c'est du synthétique. Ouais, la Calera aussi, il me semble que c'est synthétique. Exactement, il me semble que la Calera aussi est en synthétique. Après, il n'y a pas véritablement de réaction non plus des propriétaires du stade. Ils ont juste dit il y a quelques semaines que on ne pouvait pas faire 2 matchs par semaine. J'ai un peu l'impression que personne veut prendre des mesures. Le problème a déjà miné Union Espagnola sur la fin de saison dernière. Et il est pas. Moi, j'ai regardé le match, je vous jure, il n'est pas possible de jouer au football sur ce terrain. C'est pas possible. Le match ne ressemblait à rien. Donc voilà. Est-ce qu'ils pourraient pas mettre un synthétique? Je sais pas. Est-ce qu'ils ne veulent pas investir? Est-ce qu'ils attendent que quelqu'un leur donne un peu d'argent pour réhabiliter le terrain? C'est une bonne question et ça posera un autre problème parce que si tu décides de mettre un synthétique maintenant en pleine saison, ça veut dire que tu as 3 clubs de Santiago qui n'ont pas de stade pour jouer la saison en championnat, puisque je le rappelle, le National est en travaux, San Carlos de Apoquindo est en travaux. Il ne va pas rester grand-chose pour faire jouer tout le monde à Santiago. Il y a beaucoup de clubs à Santiago. Enfin, beaucoup, il y a plusieurs clubs à Santiago. 5, je crois. Donc, voilà. Quand vous voyez que la OU et que la Católica commencent à migrer à 400 ou 500 km, ça pose de vrais problèmes et ça montre aussi les problèmes auxquels la Fédé chilienne ne répond pas pour essayer de développer son football, et c'est donc le gros problème du moment, le grand débat du week-end. On va voir comment ça va se traiter, on suivra ça dans les semaines à venir. Et voilà, et je le rappelle, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les stades de la OU, je vous mettrai le lien parce que franchement l'histoire est folle. Voilà, vous allez beaucoup vous marrer. Du coup, si quelqu'un, parce que là, changer un synthétique en plus, ça peut être compliqué, mais changer la pelouse, ça semble un peu plus un peu plus faisable, quoi. Ça rejoint un petit peu ce qu'écrit Crucci dans le chat sur comment ils n'ont pas pu prévoir ce genre de choses. Ce qui est absolument incroyable, c'est que c'était déjà le cas. C'est pas arrivé hier matin que le stade soit dans cet état-là. Il était déjà terrible l'année dernière. Il y a eu même des matchs annulés parce que, alors je vous raconte même pas ce que ça donne quand il pleut. C'était absolument terrible. Et tout a été validé par la Ligue, c'est bien ça le problème. Et quand l'Universidad de Chile et quand la Católica disent ok, on peut pas jouer dans nos stades cette année, donc on va choisir le Santa Laura comme étant notre stade à domicile. Voilà, je veux dire, la NFP doit dire non mais attendez les mecs, le stade il est dégueulasse. Allez ailleurs. Et dans l'absolu, tu peux même aller à la Florida. C'est un quartier de Santiago. Audax Italiano joue là. Donc tu peux jouer sur un synthétique. Alors ils veulent peut-être pas jouer non plus sur un synthétique. Mais voilà, on sait qu'ils iront pas jouer au Monumental de Colo-Colo, ça c'est une évidence. Mais voilà, ça pose beaucoup de questions. C'est aussi ce qui peut expliquer le silence radio, j'ai envie de te dire, de la NFP depuis. Ça grogne du côté des joueurs, ça grogne du côté des diffuseurs, forcément, parce que c'était une parodie de football, ce qu'on a vu ce week-end. Et le problème, c'est que ça va pas s'arranger avec le temps, parce que là, vous voyez l'état du terrain, mais c'est l'été.
Donc, ça risque d'être assez terrible au fur et à mesure Ah oui, oui. que les mois avancent. C'est pour ça que la solution la plus saine d'esprit, en tout cas, ça semble de changer la pelouse et de faire, Et de fermer le ouais, stade pendant ce temps-là. voilà, exactement, le temps de faire les travaux parce que là, effectivement, c'est bien pour personne, ni pour Mais tu vas ni te retrouver avec 3 clubs de Santiago qui cherchent un stade. ah bah, tout le monde au Monumental. Non, je crois pas. Je suis pas sûr que non. Je suis pas sûr que les supporters de la OU aient envie d'aller jouer au Monumental. Mais oui, oui, on est d'accord, hein, Crouchy, c'est mieux de jouer sur un synthétique que sur ce genre de pelouse. Et d'ailleurs, je tape un petit peu sur la Ligue en disant comment la Ligue peut valider ça, mais je vais même la faire dans l'autre sens. Comment la OU et comment la Católica peuvent avoir l'idée de jouer sur ce terrain-là? De dire ah bon, on va prendre ce stade parce qu'on le sait que le Santa Laura, la pelouse est dans un état déplorable. Je vous jure, c'est pas arrivé pour le 1er janvier à minuit 01, hein. C'était regardez les matchs de fin de saison dernière ou les résumés sur YouTube, vous verrez l'état du terrain. Donc voilà, il y a un grand réseau d'incompétences dans cette histoire qui va faire un peu de, enfin qui fait du mal, hein, qui fait du mal pas qu'à l'image, hein, parce que voilà. Voilà pour le Chili. Ça, c'était le côté, le gros débat du Chili. Et on va aller voir aussi, parce que quitte à faire dans le n'importe quoi, on va continuer, on va aller juste au nord. C'est assez marrant, hein, je fais souvent la remarque, mais dès qu'on parle de Chili, j'en vois le Pérou derrière. Ou quand on parle de Pérou, j'en vois le Chili après. La bizarre aux mains. Ouais, ouais, voilà. Mais justement, on va aller au Pérou parce que alors ce week-end aussi du côté du Pérou, c'était pas mal, puisque c'était la reprise de la première division péruvienne avec une semaine de retard, hein. Elle était censée reprendre le 21, donc on va essayer d'expliquer pourquoi. Ouais, la reprise, comme tu dis Pierre dans le chat, la reprise entre guillemets. Et parce que effectivement le championnat a commencé dans la plus grande confusion, puisque plusieurs rencontres ont donné lieu à ce type d'image. Là, c'est du côté de Huancayo, avec une seule équipe présente sur le terrain. C'était la même du côté du Sporting Cristal. Voilà, il n'y avait que le Sporting Cristal qui était présent dans son stade. Le Sporting Cristal était censé jouer contre l'Alianza Lima. Pourquoi? Parce que plusieurs rencontres ont débouché, vous l'avez compris, sur des forfaits avec une équipe visiteuse qui ne se présente pas sur le terrain. Dans le premier cas, je crois que c'était Cusco de mémoire qui ne s'est pas présenté. Dans le deuxième cas, donc c'est l'Alianza Lima. Alors justement, on va essayer de comprendre pourquoi plusieurs équipes ne se sont pas présentées et on va essayer de faire un petit peu une chronologie et surtout de rappeler qu'il y a 2 événements qui viennent se superposer et qui viennent justement creuser un petit peu tout cela du côté du Pérou. Le premier c'est évidemment, vous êtes probablement au courant ou pas, et dans ces cas-là, on va vous l'apprendre. Il y a d'énormes mouvements sociaux qui secouent le Pérou depuis un bon mois et demi, hein, même presque 2 mois maintenant, puisque c'est depuis début décembre, et on est en février, donc presque 2 mois, qui ont fait déjà plus d'une cinquantaine de morts, j'ai pas le chiffre exact, mais en gros concrètement, pour faire court, il y avait eu une tentative, l'ancien président, hein, Castillo avait tenté de dissoudre le Parlement, pardon, début décembre. Ça avait foiré, c'était pour certains, un espèce de coup d'État un petit peu caché. Donc ça avait valu son arrestation, son emprisonnement et l'arrivée au pouvoir de la vice-présidente d'alors, Dina Boluarte. Et ceci a déclenché surtout de très très vives protestations partout dans le pays. Il y a un énorme clivage, hein, qui continue de se créer, de se creuser d'ailleurs, et ça l'a un petit peu catalysé tout cela, le clivage entre Lima et le reste du Pérou, hein, concrètement. Bref, il y a de très très fortes protestations un petit peu partout dans le pays. Les manifestants réclament la démission de la présidente, la dissolution du Parlement, la mise en place, l'organisation de nouvelles élections, malgré le fait que celles-ci ont déjà été avancées à 2024, et surtout la création d'une assemblée constituante. Voilà, il y a de véritables revendications. Il y a aussi d'énormes blocages un petit peu partout dans le pays, hein. Il y a des routes qui sont bloquées, des aéroports qui ont été fermés, même des lieux touristiques, hein. Le Machu Picchu est fermé, il me semble. Bref, il y a une très très forte protestation sociale, et donc il avait été décidé, c'est le premier point, et il est important à garder en tête pour la suite, que le championnat allait reprendre à huis clos, faute de manque de forces de sécurité, justement pour assurer la sécurité dans les stades. Et ce point est important, hein, vous allez voir pourquoi, parce que il y avait le problème de manque de forces de sécurité, et aussi parce que, accessoirement, hein, c'est pas un détail, mais l'état d'urgence a été déclaré. Donc,
Je sais pas si on parle d'un coup d'État au Pérou. J'ai vu passer que c'était un coup d'État caché. Red le Rouge, j'ai pas le détail, j'ai pas suivi à fond dans le truc. Je vous ai résumé un petit peu la situation, mais j'avais vu passer à l'époque que certains parlaient de coup d'État caché. Je sais pas si ça a été véritablement défini comme cela. Je sais pas les gars si vous êtes au courant, Pierre ou Vincent. Mais voilà. Non, mais nous, enfin, en plus en Colombie, par rapport à ce qui se passe au Pérou, on évite de s'en mêler déjà, pas d'ingérence, mais on sait que c'est une situation sociale très, très, très tendue et qu'il y a une crise institutionnelle et une crise politique très, très forte. Ouais, c'est ça. Et donc avec tout cela, c'est ajouté donc forcément, et puis là, ça ajoute une énorme crise économique. Là, il y a des pénuries, il y a aussi une forte inflation, forcément, hein, tout est lié. Donc voilà, il y a un contexte social très très pesant, très très lourd. Et donc, je le disais, pour essayer de faire reprendre le championnat, de faire démarrer le championnat, il avait été décidé que ça joue à huis clos. Donc gardez bien ça en tête, jouer à huis clos. Parce qu'il y a un deuxième événement qui est venu s'ajouter à cela. Ça avait commencé en fait en 2021 lorsque la fédération avait changé ses statuts et en gros, concrètement, avait fait en sorte de pouvoir elle-même décider directement de qui obtiendrait les droits télé. Elle avait mené un appel d'offres et là où ça devient croustillant, c'est que cet appel d'offres, elle l'avait mené au Chili et pas au Pérou. Pourquoi ? Parce que la fédération n'est pas enregistrée dans les registres publics péruviens et donc ne pouvait pas mener cet appel d'offres au pays, il aurait été rendu caduc. Donc elle l'a mené au Chili, elle a lancé cet appel d'offres pour définir qui serait le diffuseur du championnat. Et il y a eu un vainqueur de cet appel d'offres, une entreprise qui s'appelle 1190 Sport. Cette société était donc chargée de commercialiser les droits des matchs de la Liga Uno sur sa chaîne et auprès d'autres câbleaux opérateurs. Enfin voilà, elle a les droits, elle se débrouille. Et ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que l'exclusivité qu'avait Gol Pérou jusqu'ici était perdue. Elle allait prendre fin. La plupart des clubs avaient mis fin au départ à leur contrat avec Gol Pérou. Et il n'y en a que 4 qui l'avaient conservé jusqu'en 2025. Alors je vais vous les nommer parce que c'est important. C'est Universitario, Sport Boys, le Deportivo Municipal et Carlos Manucci. Ces 4-là ont gardé leur contrat jusqu'en 2025. Et le plan de la Fédé, c'était donc que les droits télé passent entre leurs mains et soient gérés, celles de 1190 Sport. Sauf que des équipes, comme l'Alianza Lima par exemple, ou Melgar, voyant les choses pas forcément avancer comme il faut, parce que c'était un petit peu le bazar, il n'y avait pas de consensus auprès de la Fédé, ont décidé de re-signer avec Gol Pérou. Et vous allez voir que ça a des conséquences. Parce que la Fédé a tout de suite réagi en disant les contrats avec Gol Pérou, on ne les reconnaît pas. Le seul prestataire, c'est 1190 Sport. Donc la Fédé, elle a mis en place une mesure conservatoire auprès d'un tribunal pour suspendre tous les contrats avec Gol Pérou. Elle a eu fait de cause. Le syndicat des joueurs s'en est mêlé, a appelé alors à la grève. La Fédé s'est un petit peu calmée en disant non mais alors attendez, ceux qui ont été signés avant, genre donc les 4 que je vous ai nommés tout à l'heure, ils vont les garder. Par contre les autres, ils les ont pas. Et c'est là où ça commence à être le bazar, parce qu'alors début janvier, si je clique sur le bon lien pour vous l'afficher, 12 clubs de la Ligue décident de signer l'accord avec la fédération. Donc, ils reconnaissent que la Fédé va gérer les droits. 12 clubs sur 19. Il y en a 7 qui disent non. Et les 7, les voici. Les 7, c'est notamment l'Alianza Lima et Melgar qui avaient signé après et qui avaient vu leur contrat rendu caduc. Alors, au départ, ils étaient 8 et il n'y en a que 7 qui ont signé. Les 8, c'était Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Melgar, Deportivo Municipal, Sport Boys Binacional et Cusco. Là où, et ensuite un petit peu, là où Muni et Sport Boys, eux, ont fait respecter leur contrat, donc ils se sont un petit peu éloignés de la chose, on va dire. Et donc, ils ont clairement annoncé qu'ils ne participeraient pas au championnat en 2023, tant que la règle ne serait pas, tant qu'ils n'auraient pas le droit de gérer leur droit télé avec Gol Pérou, par exemple, les contrats qu'ils avaient signés. En gros, pour essayer de s'affranchir de la fédération, qui essaye de mettre un petit peu là-dessus. Donc, le tout dans l'histoire quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédé, elle a le soutien, je sais pas si on peut parler de soutien ou l'aval, tout ce qu'elle a fait a été plus ou moins soutenu,
j'ai mangé le mot, mais validée, on va dire, par la CONMEBOL et par la FIFA. Donc elle se dit qu'elle est dans son droit. Sauf que les clubs ne sont pas d'accord. Tout le monde les autres veulent négocier leurs droits télé avec Goal-Pérou et ne se laissent pas faire. Donc, ce communiqué à 7, ils annoncent qu'ils ne se présenteront pas. Pourquoi aussi, avec l'autre argument qui est important, c'est que comme le championnat va reprendre à huis clos, pardon, cela veut dire quoi? Cela veut dire que leur seule entrée d'argent possible en ce début de saison, ce sont les droits télé. Vous comprenez le problème, c'est qu'il y a une histoire d'argent qui est cachée là-dessous. Il y a une histoire aussi d'indépendance par rapport à la fédération. On va aussi rappeler que la Fédé est un peu en guerre. Les journalistes péruviens sont un petit peu en guerre avec la Fédé, parce que la Fédé a mis des nouvelles mesures dans la façon dont on est censé couvrir le championnat. Ça ne plaît pas du tout en termes de liberté de la presse. Donc voilà, ça grogne aussi de ce côté-là. Et en gros, les clubs ne veulent pas dépendre d'une fédération pour négocier leurs droits télé. Et donc concrètement, que s'est-il passé? Il s'est passé les images que l'on a vues ce week-end, c'est-à-dire que certaines équipes ne se sont pas présentées. C'est le cas de l'Alianza Lima, notamment. Alianza Lima qui a publié depuis un communiqué qui est ici. Alors vous aurez probablement du mal à le lire. Mais en gros, ce qu'elle explique dans ce communiqué, c'est que cette affaire-là lui ferait perdre 7 millions de dollars. Où est-ce que j'ai écrit ça? Parce que je ne veux pas me tromper dans le chiffre. Voilà, 70 millions de pesos, pardon, voilà, c'est ça, c'est le prix, je savais bien que je m'étais trompé là-dessus. Et explique que, en plus, le problème, c'est que le contrat qui a été signé par la Fédé avec 1190 Sport n'est valable que pour 1 an, donc aucune pérennité possible. Alors eux, ils expliquent pour mener des projets sportifs sur le long terme. Bon, bref, on est au Pérou, les projets sportifs sur le long terme. Voilà. Mais en fait, ils avaient signé un contrat d'une dizaine de 12 ans avec Goal-Pérou et ils perdent cela et ils se retrouvent avec un contrat un petit peu caduc d'1 an avec aucune perspective au-delà de cette année. Et en plus, en étant sous la dépendance de la fédération, si ça vous rappelle pas quelque chose avec l'Argentine, les clubs dépendants de la fédération au niveau des droits télé. Voilà, c'est pas football para todos, mais on n'en est pas loin quand même dans l'histoire, avec la Fédé qui décide, elle, toute seule, des droits télé, et on peut imaginer aussi à terme qu'elle les répartit toute seule. Ce qui s'est passé, donc, vous l'avez vu, c'est qu'il y a eu des forfaits. Il y a 5 matchs qui se sont terminés avec un forfait. Il y a quand même un élément hyper important à prendre en compte dans l'histoire. C'est un élément de règlement, parce que selon les règlements de la Liga Uno, une équipe qui déclare forfait lors de 2 matchs au cours de la saison est automatiquement reléguée en 2e division et ne peut plus revenir dans l'élite sur les 3 saisons qui suivent. Cela veut dire que les 5 clubs qui ont déclaré forfait sur la première journée, dont l'Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Cusco, par exemple, risquent d'être relégués en D2 s'ils ne se présentent pas au prochain match. On sait que Universitario, lui, s'est présenté. Je ne sais pas si Sport Boys s'est présenté ce soir, faudrait vérifier, j'ai pas eu le temps de regarder. Il jouait à 19h heure française. Il était dit que Sport Boys allait se présenter. Je vais aller vérifier rapidement parce que je me rappelle, je sais pas s'ils ont été... justement, s'ils ont joué leur match. Oui, ils ont joué leur match, exactement. Et donc, ils ont fait 2-1, exactement. Ils se sont présentés. Universitario a gagné 4-0. Reste à savoir comment ça va se passer. Il y avait une réunion qui était prévue dans l'après-midi entre certains des clubs, dont l'Alianza Lima et le chef de cabinet du ministère. On ne sait pas ce qui va en déboucher. Mais si vous regardez bien un petit peu le climat général du côté du Pérou, entre le championnat qui est complètement bloqué et presque faussé sur son début de saison, même si ça va être long, mais on va voir comment ça va tourner, parce que s'ils ne se présentent pas le week-end prochain, légalement, ils doivent descendre. Donc si tu fais descendre 5 clubs, dont l'Alianza Lima, voilà. Bref, entre la sélection qui est en pleine reconstruction et qui repart de zéro, et des U20 qui ont été absolument dramatiques au Sudamericano, on va pas dire que 2023 démarre bien, on va aussi se dire que le retour sur terre pour le football au Pérou est assez violent. Affaire à suivre, on suivra ça bien évidemment sur Hello, que ce soit dans un 9-10 ou sur le site. Ouais. Si je peux compléter avec deux choses, alors surtout par rapport à la crise institutionnelle, c'est quand même quelque chose de très 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 sérieux. Voilà, faut savoir qu'il y a quelques semaines, c'est à peu près 3 semaines,
Juste avant la reprise du championnat en Colombie, il y a le Deportivo Pasto qui allait jouer un match amical au Pérou et ils sont restés bloqués. Ils sont restés bloqués un bon moment là-bas. Ils ne pouvaient pas rentrer tout simplement parce que l'aéroport était fermé. C'est un avion de la force aérienne colombienne qui est venu, qui est allé chercher. Donc voilà, c'est quelque chose de quand même vraiment très très sérieux, hein, pour vous donner une idée. On n'est pas en train de blaguer ou de Non, c'est pas des. Oui, le mouvement social, c'est pas 3 mecs qui sont dans la rue. Il y a un voilà. vrai. Il y a un vrai mouvement. Ouais. Et d'ailleurs, demain, il y a la plus belle des compétitions qui reprend et il faudra voir comment ça se passe puisqu'il y a Huancayo qui reçoit les Paraguayens de National. Donc, à voir aussi, hein, on se rappelle quand c'était en Colombie, ça avait été très très tendu et les clubs. Ça sera forcément huis clos. Après, Huancayo s'est présenté sur le terrain ce week-end, tu vois, donc l'équipe est là. Et tu vois, tu fais bien d'évoquer la Libertadores, hein, c'est ça, la plus belle des compétitions du monde. Ou je sais pas si on doit l'appeler encore la Libertadores ou la Coupe du Brésil de la CONMEBOL. Mais ça va poser des problèmes parce que Huancayo va jouer son premier tour de Libertadores avec absolument aucun match dans les pattes. Ah bah oui, exactement. Oui, bien sûr. Voilà, mais je pense que le match va se tenir, hein. Tu peux pas faire annuler un match de la Libertadores. Le match va se tenir à huis clos. C'était prévu que Huancayo joue à huis clos ce week-end, hein, donc ils vont jouer. Mais à huis clos. Et à voir s'il y aura comme en Colombie des manifestations, les matchs interrompus à cause des lacrymos. Après, il y a toujours l'état d'urgence, hein, je crois, au Pérou. Donc, à mon avis, tu peux pas beaucoup te promener autour des stades, tu vois. Donc, en Colombie, au Pérou, pardon. Voilà, à voir. Mais bon, ça démarre pas très fort pour le Pérou. Et justement, on parlait du Pérou. Et je parlais de la catastrophique prestation de la Blanquerroja lors du Sudamericano. On va faire un petit peu la transition avec le Sudamericano. Je sais. Alors, attends, avant de faire la transition, je vois ta question, Crucci, sur est-ce que savoir si c'était pas comme au Portugal à l'époque avec les 3 du championnat qui mangeaient les répartitions. Là, le fait est, c'est que c'est la Fédé qui veut tout contrôler. Les clubs, jusqu'ici, négociaient plus ou moins, signaient des contrats avec Gol Pérou. Je pense qu'ils négociaient individuellement. Donc, chacun se débrouillait comme il pouvait. Là, c'est le risque peut-être avec la Fédé, en fonction de qui est aux commandes de la Fédé. Je faisais le parallèle avec Football para Todos, c'est pas la même histoire, mais en gros, quand les droits sont entièrement gérés par la fédération, on l'a vu en Argentine, ça va bénéficier à certains clubs et pas à d'autres. Et ça permet aussi de contrôler certains clubs. Ça peut être un moyen de contrôler les géants, par exemple, en les asséchant concrètement. C'est ce que fait l'Argentine depuis des années, c'est ce que faisait Grondona, c'est ce qu'est en train d'essayer de refaire Tapia. D'ailleurs, l'Argentine avait répliqué à l'époque, puisque à la fin de Football para Todos, ils ont créé leur Ligue Pro il y a quelques années. Ils essayent plus ou moins de gérer leurs droits de manière indépendante de la Fédé, de l'AFA, mais bon, voilà, quoi, hein, c'est pas encore complètement clair. Bon, après, les droits télé en Argentine. Mais voilà, il y a une histoire de pression économique, comme tu le dis, Paul Bismuth. Il y a aussi un problème de survie de certains clubs, hein. Ils ne dépendent que des droits télé. Parce que si les Argentins peuvent s'en sortir en vendant des joueurs assez chers, les Péruviens, ils n'y arrivent pas. Donc les droits télé sont unis, et les entrées au stade sont le nerf de la guerre dans ce pays. Ils se retrouvent avec des stades à huis clos pour les raisons sociales que l'on a évoquées et qui sont ce qu'elles sont. Elles sont là. Donc là, le football ne peut que subir, et c'est comme ça. Mais il y a donc ce problème des droits télé qui ont l'air quand même de diminuer fortement pour la plupart des clubs, en tout cas des gros, ce qui explique pourquoi tout le monde grogne. On va suivre ça. Ça va être intéressant de savoir qui va se présenter sur les terrains le week-end prochain. Ça va être intéressant de voir si certains continuent d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire de ne pas se présenter le week-end prochain et donc de risquer une relégation. Mais s'il y a risque de relégation pour 5 clubs, le championnat est déjà un petit peu complètement flingué, hein. Sachant que ce n'est pas des petits clubs, hein. L'Alianza Lima, Melgar, ce n'est pas des petits clubs. Ils sont au palmarès des dernières années, hein. Donc voilà. Bref. Ouais, gros parcours de Melgar en Sudamericana l'année dernière. En plus. Ouais, non, mais c'est des équipes qui performent, hein, concrètement. Donc c'est des candidats au titre dont on parle. On parle pas. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense que ça fait beaucoup parler, mais ce sont de vrais candidats au titre. Donc voilà, affaire à suivre pour la Liga péruvienne.
On va, donc je le disais, faire un petit tour du côté de Sudamericano. On va en parler avec toi, Pierre, de ce Sudamericano U20, hexagonal final, hein, si vous le savez, si vous suivez Hello et si vous suivez les lives. D'ailleurs, on vous annonce, hein, après cette émission, il y a un live. Alors, on fera une pause à la fin de l'émission parce il devrait y avoir à peu près 1 heure de battement entre les deux. On Il fera faut que une... j'aille au stade. Et puis, de quoi? Il faut que j'aille au stade. Et c'est ce que j'allais dire, il faut que Pierre prenne le temps de se rendre au stade parce qu'il va aller au camping. Donc on fera le live Paraguay-Brésil à 23h30. On va en parler dans un instant. Justement, on va revenir un petit peu sur les premières journées de ce Sudamericano, les 2 premières journées de cette hexagonale finale. Pierre, j'ai envie de dire, on a les 2 favoris qui sont loin devant, et pour l'instant, si je dois résumer, la Colombie a fait ce qu'il fallait pour essayer de mener la lutte pour l'une des 2 dernières places pour le mondial de la catégorie. Ouais, c'est ça. Il y a l'Uruguay, le Brésil qui ont un 6 sur 6, hein. Et d'ailleurs, l'Uruguay, sans spoiler, il joue en ce moment, hein. Ouais, c'est pas au camping, c'est à Techo contre le Venezuela, et l'Uruguay mène 2-1. Voilà. Donc pour les buteurs, alors c'est Diaz qui a ouvert la marque sur penalty. Alcocer a répondu aussi sur penalty pour le Venezuela. Il a mis un but dans le jeu, Alcocer, dans cette compétition? Bonne question. En tout cas, là, il marque sur penalty, et dans la minute qui suit, alors j'ai pas vu le but parce que c'était au moment où j'étais en train d'intervenir sur le Pérou, mais c'est Alvaro qui a marqué, l'attaquant. Donc voilà, l'Uruguay mène 2-1, et c'est vraiment pas une surprise. C'est les 2 équipes les plus impressionnantes depuis le début de la compétition. Voilà, le Brésil a un peu lutté contre le Venezuela pendant une période où ils auraient pu se faire mener. Mais voilà, après, ils ont tranquillement accéléré en deuxième période et il n'y avait pas photo. L'Uruguay, voilà, contre la Colombie, ils ont plutôt Ils ont géré. bien géré. Voilà, oui, ils ont bien géré le match. Et leur deuxième sortie, qui était contre l'Équateur, je crois, oui. Ils ont géré aussi, même si l'Équateur a raté un penalty à 10 minutes de la fin. Et magnifique, hein, le but de Luciano Rodriguez. Wow. Allez le voir, si vous Wow. ne l'avez pas vu. Ouais. L'enchaînement est quand même exceptionnel. Et voilà, on va dire que tranquillement, l'Uruguay et l'Équateur ont déjà leur billet l'Uruguay et le Brésil ont déjà leur billet en poche, effectivement. La Colombie, derrière, mène un groupe d'équipes qui ont un peu le cul entre 2 chaises, si tu me passes l'expression. Et voilà, le Colombie-Paraguay était important, surtout pour la Colombie, après la défaite inaugurale. Et on attendait de voir. Et pour un peu tout le monde qui était présent en tribune de presse à côté de moi, on s'est dit, ah bah, wow, enfin, quoi. Enfin, on a une Colombie qui ressemble à quelque chose et qui sait où elle va, et qui a logiquement gagné 3-0, hein, face au Paraguay. Donc là, ils sont 3e. Le match de ce soir, dans un camping qui devrait être encore plein comme un œuf, peut permettre de faire un pas très, 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 très important vers le mondial en cas de victoire, hein. Donc, faudra voir Si tu bats l'Équateur ce soir, tu les mets à 6 points, hein, à 2 matchs les matchs, 2 matchs à de la 3 matchs. fin. Ouais, voilà. Donc c'est fait, Ouais, presque. C'est fait, donc là, presque. en direct, je peux t'annoncer le 3e but uruguayen. Pas très serein, hein, notre ami gardien vénézuélien, belle faute de main. Mais ça fait 3-1 pour l'Uruguay, qui va Ouais, ça faire va 9 sur dérouler 9. encore. Ouais, ça va dérouler. Et Voilà, donc voilà, si la Colombie gagne ce soir, ce serait quand même un pas très, très important. Et derrière, on voit qu'il y a la lutte entre Paraguay, Venezuela, Équateur. 3 ça, équipes. je te coupe Ouais, 2 secondes, ça sera un pas essentiel parce qu'on peut imaginer que le Paraguay va perdre face au Brésil. Si le Venezuela est en train de perdre face à l'Uruguay, si la Colombie s'impose, elle met non seulement l'Équateur à 6, mais Paraguay et Venezuela sont à 5 points. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces 3-là vont finir par lutter entre eux pour aller prendre la dernière place concrètement. Et là, la mission voilà. de la Colombie sera remplie. On le rappelle, on l'avait déjà dit, la mission principale de la Colombie n'est pas de remporter ce Sudamericano, même si je pense que tout le peuple aimerait, mais c'est surtout de décrocher une place à la Coupe du Monde. C'est l'objectif numéro 1 de cette sélection. Ouais, exactement. Même si, pour en avoir parlé vendredi, il y avait quelques personnes qui aimeraient bien, ouais, on va gagner le Sudamericano, ouais, montrer qu'on est plus fort que le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, et voilà. Mais
mais c'est un doux rêve. Le Brésil est tellement au-dessus. Voilà, Roquet, désolé, hein, mais Victor Roquet, il est quand même déjà injouable. Hein. Par un NC, voilà, j'ai du mal à imaginer déjà comment Paranense pourrait le retenir. Ils ont une colonne vertébrale, le Brésil, avec Michael dans les buts, Robert Renan derrière, Andrei Santos qui va venir faire un remplaçant à Chelsea, et Vitor Roque. Ils ont quand même une sacrée colonne. Hein. Ah ouais, puis c'est même une sacrée équipe, ouais, tout simplement. Roque, Roque, je le trouve déjà très, très, très impressionnant. C'est le meilleur buteur du Sudamericano, il en est à 6 buts. C'est une machine. Enfin, voilà. Ouais. Après, il est très très efficace. Il n'est pas spectaculaire, mais c'est un profil d'avant-centre que le Brésil n'a pas forcément, même chez les A, hein, de manière générale. Même si moi je suis un peu de l'école Pedro, j'aimerais bien voir Pedro. Roque, c'est pas tout à fait Pedro non plus. C'est pas Pedro non plus parce que c'est pas le même profil. Mais voilà, c'est pas un joueur hyper spectaculaire, hein, Vitor Roque quand même. Hein. On va pas survendre le gars. Non, mais c'est un garçon hyper efficace qui sent bien le jeu et qui est clinique. Hein. Ah ouais, il est clinique, c'est surtout ça. En le voyant, je me suis dit qu'il avait des airs dans son jeu, hein, dans son profil, un petit peu à Randal Colomwani, dans ses déplacements, dans son efficacité, dans le bon geste. C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des airs de Colomwani un petit peu. Et voilà, je pense que dans pas longtemps, on va le voir arriver en Europe. Hein. Là, Crucci nous dit qu'il y a des rumeurs qu'il envoie au PSG. Après, j'ai envie de te dire que les pépites brésiliennes, elles sont envoyées soit au PSG, soit à City. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir Chelsea maintenant aussi qui va s'y mettre. Pour répondre à ta question précédente, Crucci, sur l'Uruguay avec la rumeur Bielsa, je vais te faire la même. Bielsa, il a annoncé toujours partout. Hein. Il est annoncé même au Mexique, là encore. Mais Diego Alonso a prolongé avec la Céleste. Donc je vois pas pourquoi il partirait maintenant. Et cette nouvelle génération uruguayenne, oui, elle est talentueuse et surtout, voilà, elle bosse depuis plusieurs mois. La plupart de ces sélections, quand même, sont en stage depuis plusieurs mois. Il faut le dire aussi. Ça se voit hein, que les machines sont parfaitement huilées de manière générale. Certes, elles ont toutes leurs limites, etc., mais elles ne sont pas assemblées de briques et de broc au dernier moment. Et c'était même valable pour celles qui ont échoué au premier tour. Hein. Je pense à l'Argentine. L'Argentine, ça faisait 1 mois et demi qu'elle était en stage. Bon, ça s'est pas vu, mais elle était en stage depuis 1 mois et demi. C'est valable pour l'Uruguay, c'est valable pour tous. Ils sont arrivés avec une vraie prépa. Ouais, c'est ça. Il faut voir en stage de quoi était l'Argentine. Hein, je sais pas. Mais, elle était en stage avec Mascherano. Maintenant, je sais pas. Hein. Ils apprennent à parler anglais et il faut qu'ils soient à l'heure parce qu'il y a des règles très précises. Maintenant, ils n'ont pas encore appris à jouer au football. Mais... Ils lisent des livres aussi. Voilà. Tu disais ? Ah, on t'a pas entendu. Ils lisent des livres aussi. Ouais, ils lisent des livres. Ils lisent des livres. C'est important. Après, c'est important. Hein. Mais voilà. Oui. Mais bon. Et c'est la pause. Hein, 3-1 pour l'Uruguay. Voilà, on en avait parlé avec Jérôme en off. Et c'est ce qu'il m'a dit surtout, ce qui faisait la différence par rapport aux autres années, c'est qu'ils n'étaient pas organisés à l'arrache et qu'ils avaient fait une vraie prépa pour le coup et que l'équipe qui allait se rendre en Colombie, elle allait tenir la route et même mieux que ça. Voilà, c'était un vrai travail de fond qui avait été fait et ça se voit en fait. On peut pas. Oui, ça se voit. Ça se voit. Il n'y a pas de secret. Voilà, donc l'Uruguay, le Brésil, très bien. Et avoir pour les 2 dernières places, effectivement, la Colombie ce soir peut quasiment arracher son billet aussi. Ouais, c'est ça. On l'a dit, hein, si la Colombie gagne ce soir, il restera probablement plus qu'une seule place pour le mondial de la catégorie qui se jouera en Indonésie. Et on va pas se mentir, on attend tous aussi avec grande impatience la finale Brésil-Uruguay pour savoir qui va gagner ce Sudamericano. Hasard du calendrier, ça sera la dernière journée. Voilà. C'est étonnant. Franchement, je sais pas. Non, mais je pense que c'est lié au fait qu'ils aient fini premier du groupe chacun. Voilà, c'est ça. Et parce que logique. Là, le classement te fait le premier, rencontre le troisième de l'autre groupe, après rencontre le deuxième, après rencontre un mec de son propre groupe, etc. Ouais, c'est pas. Oui, il n'y a pas de hasard en fait. Ils ont terminé les 2 premiers, donc voilà, c'est comme ça. Et pour conclure et pour répondre à ta question, Crucci, sur quelles sont les sélections en Am-Sud qui bossent le mieux avec ces jeunes, très franchement, la plupart sont là. Même si je suis pas sûr qu'on puisse dire que la Colombie bosse particulièrement bien avec ces jeunes. Je suis même sûr qu'on peut ne pas le dire.
Le Paraguay essaye de mettre des choses en place. On va voir. C'est pareil. Le problème, c'est les projets. Est-ce qu'ils tiennent sur la durée? Celle qui bosse le mieux, ça reste. Enfin, celle au pluriel qui bosse le mieux, ça restera toujours quand même l'Uruguay. Hein. Il y a toujours cette notion de pyramide et de processus, ce fameux processus inculqué par Tabarez qui reste en place quand même. Donc ça bosse quand même toujours très bien chez les jeunes en Uruguay. L'Équateur bosse très très bien chez les jeunes. Et on le voit, hein, ça ruisselle chez Léa. Donc voilà. C'est pareil, le Brésil, est-ce qu'il y a une vraie continuité chez les jeunes? Voilà, ils sont pas forcément tous. Il n'y a pas forcément une priorité aussi qui est donnée aux sélections. Hein. La preuve, hein, on l'a déjà dit, hein, le Brésil est là avec plusieurs pépites qui sont pas là. La plus médiatique étant Hendrick, forcément, il n'est pas là. Donc voilà, mais ils peuvent compter sur des clubs qui travaillent bien et parce qu'il y a un immense réservoir de talent au Brésil. Hein. Donc voilà, mais ouais, et Venezuela bosse généralement bien à son niveau avec les jeunes, avec encore des. Le problème du Venezuela, c'est de payer les coachs, en fait. Voilà, C'est ça. financièrement, le Venezuela, c'est très, très compliqué de faire des processus dans la durée parce qu'il y a des changements de coach assez fréquents et tu Et, rases et, tout, quoi. et par rapport, et pour terminer sur cette partie et cette question, ça va être très intéressant de voir justement si Pierre parlait à l'instant de la durée avec le Venezuela. Ils ont Pekerman qui est connu pour justement poser ces systèmes avec les jeunes et voilà vraiment savoir travailler sur toute la pyramide des âges au sein d'une sélection, à voir jusqu'à quand cette histoire va tenir. S'ils arrivent à le garder suffisamment longtemps et pour qu'il puisse travailler suffisamment longtemps, ça peut aussi devenir très intéressant parce que les clubs vénézuéliens bossent très très bien aussi, font émerger des jeunes, les font vraiment jouer beaucoup, très vite, très tôt. Là, les gamins qui sont au Sudamericano, ils ont tous plusieurs dizaines de matchs professionnels dans les pattes. Donc c'est pas voilà, hein, c'est pas des gamins qui découvrent les compétitions majeures. Certains ont joué de la Libertadores, certains ont joué de la Sudamericana, voire les deux parfois. Donc voilà, Venezuela, ça bosse bien quand même depuis quelques années. L'Équateur, c'est probablement la troisième nation en termes de club et en termes de sélection, en termes de travail mené et de justesse du travail. Donc voilà, franchement, il n'y a pas de surprise dans le Sudamericano, ça paraît un peu, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais quand on voit les sélections qui sont là, très franchement, celles qui ne sont pas passées, hein, pour dire les choses, la Bolivie, le projet est un peu trop tôt pour dire que voilà, il y a quelque chose qui est en train ils sont en train d'essayer de créer quelque chose, pareil, on verra si ça tiendra. L'Argentine ne fait rien, le Pérou c'est catastrophique, et le Chili ne fait pas grand-chose non plus. Donc les 4 qui ont sauté au premier tour, c'était pas des surprises, on l'a déjà dit. Donc voilà. Voilà pour ce Sudamericano. Je le rappelle, on sera en live juste après. Les matchs sont à 20. Le match Paraguay-Brésil est à 23h30. On prendra l'antenne vers 23h20, 23h15, 23h20. Donc voilà, ça nous laissera le temps de faire une pause. Ça laissera le temps à Pierre d'aller au camping et de préparer notre match tranquillement. Et donc on vous invite à nous rejoindre vers 23h15, justement pour vivre ce Sudamericano avec nous, suivre cette troisième journée qui peut s'avérer déjà décisive. On est d'accord, Crucci, ils ont de très bons jeunes, mais ça ne suffit pas d'avoir des générations spontanées, il faut savoir les faire travailler ensemble. Et l'Argentine, pour l'instant, s'en sort avec ces bons jeunes qui émergent les uns après les autres. Mais voilà, il faut aussi une continuité au niveau des sélections. C'est pas forcément le cas. Voilà pour les jeunes, voilà pour le Sudamericano. On retrouvera Pierre tout à l'heure, hein, donc depuis le camping. On va passer au dossier de la soirée, le gros morceau de la soirée en termes de dossier. On va moins rigoler, on n'a pas forcément beaucoup rigolé au début, on va moins rigoler là non plus, encore moins je pense, puisqu'on va évoquer de nouveau encore ce cancer ce cancer qui touche le football argentin, que sont les Barras Bravas. C'est parti. Et on va en parler avec toi, Vincent. On va parler de ces Barras. On va commencer par quelque chose de tout simple, en fait, parce que il faut toujours bien planter le décor. J'ai envie de dire, c'est même pas une histoire de contexte, c'est planter le décor et donner les bonnes définitions. Même si on l'a déjà fait, hein, je vous renvoie vers un ancien 9-10. Avril, je crois, oui, du 11 avril, j'avais noté ça sur ma feuille, le 9-10 du 11 avril 2022, on avait consacré un dossier au Barras, pareil, je mettrai le lien dans les descriptions, vous pourrez aller voir tout de suite, sur la description, le replay de ce dossier sur les Barras, mais quand même, pour ceux qui n'étaient pas là, et puis parce que c'est important, Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler
exactement ce que sont les Barras Bravas. De quoi on va parler ce soir? Alors, les Barras Bravas, ce sont des supporters qui sont en fait une organisation mafieuse concrètement. Pour dire les choses, c'est ça, ils sont plus mafieux que supporters la plupart du temps. Il y a des cas qui l'expliquent très simplement. Tu peux avoir des barras de Boca qui vont ensuite devenir barras d'un autre club. En général, c'est loin d'être impossible ce genre de choses. Et donc concrètement, on a les plus gros en Argentine. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de la Doce pour Boca, Los Borrachos del Tablón pour River, et comment s'appelle ceux de la Guardia Imperial de Racing et Independiente qui avait Bebote aussi à l'époque. Je me souviens plus du nom de la barade Bebote, mais grosso modo, c'est des sujets qui reviennent fréquemment, même si malheureusement ils sont un petit peu, je dirais pas mystifiés, mais généralement, moi je trouve que d'un point de vue extérieur, on en fait un peu trop. En fait, par exemple, Diceo, j'avais vu quand on avait été en Colombie, on jouait contre le Deportivo Cali, je crois, il y a des supporters de Boca qui vont se prendre en photo avec lui. Pour vous donner une idée, Diceo, il a des condamnations. Bon, il n'a jamais été condamné officiellement. D'ailleurs, là, il a un jugement en cours. Mais c'est un criminel, en fait. Il a certainement tué des personnes, c'est pas prouvé. Et Je ne peux pas le dire. Je te C'est coupe 2 secondes. possible qu'il ait tué Je te coupe 2 certaines secondes, tu personnes. parles de la Colombie et d'Iseo. Dis-moi, oui. On l'a vu sur le match aux Émirats face à Racing. Il a Au fait le Qatar. voyage, il a pris Ouais. des photos, des selfies, il a signé des autographes à son arrivée à l'aéroport là-bas. Hein. Uh-huh. Pareil. Hein. Exactement. Et c'est ce qui se passe tout le temps, en fait. C'est un peu le problème, c'est que c'est comme une rockstar, en fait, alors C'est qu'on ça. parle quand même de personnes dangereuses qui font du mal à la société et même au club dans la plupart des cas. D'ailleurs, on va en parler plus prochainement, d'ici peu. Mais grosso modo, il faut bien faire la différence entre les ultras et les barras. Généralement, on a tendance à faire un petit peu les ultras, ouais, non, les barras, c'est les ultras d'Amérique du Sud. Pas exactement. Non. C'est vraiment Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y, fini. Non, je te disais, c'est surtout un business, en fait. C'est avant tout un business. Ils sont pas là pour le football, ils sont là pour l'argent Voilà, et c'est le ça. pouvoir. C'est pour ça, et c'est un rappel que l'on fait systématiquement et que l'on fera tout le temps, qu'on continuera de faire parce qu'il est important. Moi, je me souviens l'avoir fait le soir des événements du River Boca de 2018. Je me souviens l'avoir fait sur RMC à ce moment-là. De surtout bien préciser à tout le monde de dire ne parlez pas d'ultras sud-américains, ce ne sont pas des ultras. Ça n'a rien à voir avec le mouvement ultra. Barras Bravas, c'est un métier criminel. Voilà. Et ça veut dire ce que ça veut dire parce que ça se finance avec de l'argent sale, parce que ça se finance avec des trafics, avec de la corruption, avec des accointances avec les instances, avec la police. Voilà, donc ce ne sont pas des ultras, et Vincent vous le disait, c'est un métier, c'est-à-dire qu'on peut être bara de River le lundi, et sur un coup de tête, ou parce qu'on suit un pote, devenir bara de Boca le mardi. C'est un métier, c'est pas du supporterisme, ils s'en fichent totalement. Et c'est là, et tu parlais de côté mystique, on en parlera un petit peu juste après par rapport à ce que fait par exemple le River, mais parce qu'il participe à l'ambiance dans les stades et à ce qui fait que l'on aime cette folie argentine. C'est un petit peu l'ambivalence de la chose. On va en parler dans un instant par rapport à River, c'est qu'une ambiance d'un stade sans bara n'est plus une ambiance argentine. Et c'est un peu là où on a le cul entre deux chaises. Et tu parlais de cette mystification. Moi, je me souviens des documentaires que faisait Cantona quand il allait faire les grands derbys, les grands derbys du monde. Il était allé à Boca, il se balade dans la rue avec la bara de Boca. Donc on sait que s'ils ont autorisé à filmer, ça veut dire looking for, exactement Pierre. Il se balade avec la bara de Boca, il filme la bara de Boca, il filme en tribune au milieu de la bara de Boca. Ne vous y trompez pas, ça veut dire concrètement que la production a payé la bara pour que l'on puisse filmer là. Et donc a financé une organisation criminelle et a contribué indirectement, en le sachant ou pas, je sais pas, je vais dire sans le savoir, je pense, probablement. On va rester positif, sans le savoir, contribue à cette mystification de ces gens-là. Parce que effectivement, oui, si tu vides la Bombonera de la Doce, il y a moins d'ambiance. Et on va en parler dans un instant avec River. On va d'abord commencer par le premier point. Justement, je parlais
J'ai dit le retour des Barras. J'ai bien précisé que c'était un retour qui n'était pas un retour, hein, parce qu'ils sont jamais partis, ils ont toujours été là. Mais il y a une sorte de résurgence de la violence ces derniers temps. Tu évoquais la Guardia Impériale avec ce qui se passe à Avellaneda. C'est un peu la guerre à Avellaneda. On va justement essayer de faire un petit peu le point sur la situation, que ça soit avec la Barra de Racing ou avec la Barra d'Independiente, pour commencer avec Avellaneda, et ensuite on parlera un petit peu aussi, tu parleras aussi de ce qui s'est passé du côté de Newell's et de Vélez. On va commencer d'abord par les deux compères d'Avellaneda. Exactement, je vais commencer par Racing parce que c'est concrètement la plus grosse guerre de Racing des Barras depuis un certain temps. Et ça affecte tellement le club qu'on a failli voir le match entre Racing et Belgrano sans supporters. Alors, on est joué de peu pour que. Les règles ont changé. La veille, c'était interdit. Le lendemain, c'était autorisé de nouveau. Et ensuite, ça a été réautorisé, réinterdit. 2-3 changements comme ça. Bon, c'est l'Argentine, on a l'habitude. Concrètement, ça s'est décidé le jour même que finalement, il allait avoir du public. Mais grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous souhaitez vous intéresser aux Barras d'Argentine, à la fin du dossier, je vais vous donner le nom notamment de 2 journalistes argentins importants qui traitent ces dossiers-là pour rentrer dans les détails. Moi, pour ne pas vous perdre, je vais vous expliquer grosso modo, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de qui a fait quoi, qui. Ouais, parce que sinon, du ça moins va être... que les personnes les plus importantes. Sinon, ça va devenir incompréhensible, on va perdre tout le monde. Mais... Exactement. C'est un peu ce qui est compliqué. Grosso modo, ce qui s'est passé à Racing, d'abord, avant d'expliquer, je vais vous parler des códigos, donc des codes de la Barra. Quand un chef de Barra Brava va en prison, le code de la Barra indique qu'on doit lui garder son endroit. C'est-à-dire que pendant qu'il est en prison, il y a le second éventuellement qui va gérer la Barra, mais on ne va pas prendre sa place. Et généralement, parfois ça se passe bien, parfois non. On parle de Barra parfois qui contrôle la Barra depuis la prison. Et là, dans le cas de Racing, le chef de la Barra qui était Léo Paredes, donc je ne parle pas du joueur, hein, parce que par contre on peut se dire ah ouais non, Léo Paredes maintenant il n'y arrive plus trop à la Juve, maintenant c'est vrai qu'il était un peu bagarreur, il doit gérer la Barra de Racing. Non, rien à voir. En gros, il y a eu un problème avec la hinchada du Deportivo Cali. Ceux qui connaissent un peu le monde des Barras savent que se faire voler une banderole, c'est à peu près la pire chose qui puisse arriver. Et grosso modo, il y a des supporters du Deportivo Cali qui ont réussi à voler une banderole du Racing. Et il se trouve que, hasard du calendrier, le Deportivo Cali se déplaçait à la Bombonera pour y affronter Boca en Copa Libertadores, ce qui a donné lieu à une chasse à l'homme à Buenos Aires. Il y a eu des blessés, notamment des coups de couteau dans un train en zona sur de Buenos Aires, donc un peu au sud. Et Léo Paredes a été arrêté justement lors de cet affrontement dans le train où ils sont concrètement chassés des Colombiens qui étaient venus en Argentine. Léo Paredes va en prison jusqu'à, on ne sait pas trop quand, parce que ça c'est encore un autre détail. Je vous donnerai l'exemple de la Barra de River après. Vous allez comprendre que la prison c'est tout à fait relatif quand on est Barra Brava. Ça dure mais pas longtemps. Donc grosso modo, il y a un certain Cara de Patti qui a essayé de la mettre à l'envers à Léo Paredes pendant qu'il était en prison et qui a repris le contrôle de la Barra. Et ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est que tu le disais, la Barra de Boca était présente à Abu Dhabi, la Barra de Racing aussi, parce que les droits, le derecho d'admission, donc les interdictions de stade, sont valides en Argentine et encore, je dirais, à Buenos Aires, parce qu'on va en parler après. Ouais. À l'intérieur, les Barras peuvent quand même se déplacer, mais je vous laisse imaginer qu'à Abu Dhabi, il n'y a pas trop de problèmes. Les stadiers là-bas, ils ne vont pas trop faire attention de si Rafa Liceo ou Cara de Patti ils sont interdits de stade en Argentine. Et pour aller plus loin que ça, on parlait de Dizeo à l'instant par rapport à Abu Dhabi. Dizeo ne doit pas quitter le territoire argentin, hein, normalement. Voilà. Non, il a juste mis la maison de sa femme en caution et il s'est barré voir le match à Abu Dhabi. Hein, voilà. Ça vous donne aussi la mesure, ça vous permet de mesurer à quel point ils ont il y a une corruption totale, ils ont des protections dans toutes les strates, on va dire, de la société, et ils sont intouchables concrètement, ces hommes-là. Ce sont des parrains, il n'y a pas d'autre mot. Ah ben, c'est exactement ça. Dizeo, je le disais au tout début, il est actuellement
en procès. Donc le procès qui s'est déroulé hier ou avant-hier. Et en fait, ça va être annulé. Concrètement, pour l'instant, c'est pas résolu, mais il n'y a pas suffisamment de preuves. Et les policiers de l'époque, parce que ça remonte à 2012-2013, dans un affrontement vers le stade de San Lorenzo, le Nuevo Gasómetro, et apparemment, Diceo est accusé d'avoir commandé un meurtre. Et les policiers, ce jour-là, malheureusement, ne se rappellent plus de rien. Donc, il n'y a plus de témoins, il n'y a pas de preuves formelles non plus. Donc, tout laisse à croire que Diceo va être libre d'ici peu. Pour en revenir à Racing, la baraque qui était présente à Abu Dhabi, c'était justement celle de Karayepati, et donc pas de Léo Paredes, qui est censé être la officielle. Donc, je vous laisse imaginer le bordel. On a un dédoublement on appelle ça des factions. Donc maintenant, il y a 2 factions qui s'affrontent au sein de la même Barra Brava. On parle de personnes qui, à l'époque, étaient ensemble et qui sont au même endroit dans le stade. C'est donc pour ça qu'on avait pensé un petit moment à Fermé. Mettre le stade à 8, oui, à fermer le stade entier pour pas qu'il y ait de supporters, parce que concrètement, tu vas mettre 2 gangs, c'est quasiment des gangs, dans la même tribune. Je te laisse imaginer. C'est ça. S'ils commencent à régler leur compte, c'est terrible. C'est terrible. Et voilà. Donc, pour répondre à ta question, Crucci, que fait Tapia, il les finance. Ouais. Je peux pas te dire... Il les ramène au Qatar. Je peux pas te dire autre chose. La Coupe du Monde au Qatar, au départ, il y avait le premier match contre l'Arabie Saoudite, il y avait quoi, 15-20 000 Argentins. Il n'y avait pas assez d'ambiance. Il a payé le voyage au Barra, qui ont mis l'ambiance dans les stades jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Voilà. Donc, Tapia fait comme Grondona, il s'appuie sur les Barras pour maintenir sa place au pouvoir. Voilà. Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire derrière. Donc, que fait Tapia? Rien, et il ne fera jamais rien parce que il s'appuie sur eux. Et tout comme les dirigeants des clubs en général. Hein. Mais on va en revenir dans un instant sur les dirigeants. On va en reparler sur les dirigeants. Il y a une exception. Et juste Vincent, si je peux, en fait, quand tu as parlé là des flics, les procès, les flics qui se rappellent rien, voilà, pour vous donner un parallèle avec la Colombie, ça ressemble à des méthodes de cartel, tout simplement, de cartel de la drogue. Voilà, où alors tout le monde connaît le cartel de Medellín, cartel de Cali, où voilà, tu avais un nombre de personnes, y compris dans les forces de l'ordre corrompues, assez impressionnant. Et ouais, ça ressemble à des méthodes de cartel de drogue, tout simplement. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que certaines barras aussi, je parlais d'argent sale, se financent par les trafics d'armes, par les trafics de drogue. Donc on est sur le mot cartel est approprié. Hein. Mafia, on en parle juste après avec Newell's. Le cas de Newell's, c'est un cas mafieux, concrètement. Il n'y a pas d'autre mot, surtout Rosario. On va avoir le temps on va voir dans un instant. On peut peut-être aborder Independiente avant d'aller à Rosario. Ouais, c'est ça. Independiente, rapide. Grosso modo, vous avez compris ce qui s'est passé. À Racing, il se passe plus ou moins la même chose du côté d'Independiente. Et sauf que Independiente n'était pas classifié pour la fameuse intercontinentale gagné par Racing contre Boca Abu Dhabi. Mais Independiente a joué contre Boca un match amical dans une province, je crois que c'est la province de San Luis, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, par là-bas, près de Mendoza. Et grosso modo, il y a une partie de la Barra qui est divisée en 2, qui a pu rentrer au stade, et l'autre partie a été bloquée par les policiers. Je ne sais pas si tu es certainement en train de mettre l'image que je t'ai envoyée. Ouais, c'est l'image, exactement. Que je t'ai envoyée tout à l'heure. Los Pibes, justement, la deuxième faction, Los Pibes del Rojo de Verdad, ils ont été tout simplement bloqués sur la route et raccompagnés jusqu'à Buenos Aires. Donc, en gros, on a deux factions de la Barra qui se disputent le pouvoir. On sait qu'au prédio de Wilde, qui est donc le centre d'entraînement et des jeunes d'Independiente, il y a souvent des problèmes. Il y a eu notamment un assado, il me semble, en fin d'année, où ça s'est mal terminé. Il y a eu des bagarres, il y a eu des blessés. Et c'est pas prêt de s'arranger, puisque en plus, le nouveau président d'Independiente n'a pas l'air de vouloir faire grand-chose pour gérer ça. Du côté de Racing, pour revenir, j'ai oublié de conclure là-dessus, mais Victor Blanco, il est en mode, bon, écoutez, moi, je veux pas avoir à gérer les barras, mais je veux pas non plus les interdire, parce que c'est un peu ce que l'après-vide,
la sécurité de Buenos Aires avait demandé à Blanco, il lui avait dit, bon, écoute, tu veux jouer avec du public, c'est simple, tu mets derecho de admisión, donc interdiction de stade à tous tes barras. Et évidemment, Blanco a dit non, parce que s'il fait ça, Blanco, concrètement, il y a des chances qu'il soit Blanco qui est le qu'il y a une président tête de de Racing, cheval dans son lit. Ouais. qui est le président de Racing et qui perdrait clairement sa place s'il s'attaquait au Barra. Oui, c'est ça. Tu ne pourrais pas faire grand-chose. Voilà. Et donc, grosso modo, là, vous avez les deux cas d'Avellaneda qui sont les deux principaux, parce que du côté de Boca, il y a la dossier fonctionne, mais il n'y a pas vraiment de guerre interne. Le cas de River, on va y venir juste après. Ouais, juste une question, attends, oui. juste avant de parler de Vélez et de Newell's, rapidement, une question de Patrice qui demande si les Barras contrôlent aussi les quartiers ou même des secteurs. Bah oui. Oui, totalement. Si vous allez manger dans les restaurants près de la Boca, un peu plus loin de Caminito, entre Caminito et la Bombonera, il y a de grandes chances que vous mangiez chez un Barra Brava, concrètement. C'est fortement probable. Les personnes qui vendent... c'est assez reconnaissable. Tu les reconnais assez facilement, les Barras. C'est très stéréotypé ce que je vais dire, mais tu peux reconnaître un Barra Brava quand on voit normalement, quand tu as un petit peu l'habitude. Il y a un phénotype Barra Brava. Donc voilà, ça répond à ta question, ouais. Patrice. Oui, il contrôle des cartes. Mais justement, quand je te dis, il se finance aussi par les trafics de drogue, par les trafics d'armes, par des collusions avec la police. Voilà, donc ça veut dire qu'il contrôle des zones. On parle de... les voitures. Il contrôle les voitures. Ouais, c'est vrai. Les trapitos. Exactement. Ouais, alors, pour expliquer aux gens ce que sont les trapitos, c'est qu'il y a des endroits, si vous voulez vous garer, il y a toujours un mec dans le coin qui en gros garantit la sécurité de votre voiture si vous lui mettez un petit billet, quoi. Voilà. Ouais, il garantit le fait qu'il si normalement il y a l'argent et la défonce. De quoi tu disais? mais si tu donnes pas, il va arriver quelque chose à c'est ça, il garantit le fait qu'il n'arrivera rien, à contrario de si tu lui donnes rien, il va arriver quelque chose à ta voiture. Exactement. Donc voilà. Et pour répondre à ta question, Pierre, oui, c'est une Independiente où ils avaient retourné le siège. On va en parler dans un instant de cela. On va d'abord conclure cette partie-là sur l'actualité chaude avec Vélez et Newell's. Voilà, donc Vélez, ce qui s'est passé, c'est qu'on va revenir au match de Copa Libertadores entre Vélez et Talleres. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des hinchas cordobés qui sont rentrés déguisés en mode neutre. Donc, je crois qu'ils avaient même la camiseta en dessous de leur habit, donc totalement débiles, les types, premièrement. Et en gros, il y a une partie de la parade Vélez qui n'a pas apprécié et qui les a tout simplement frappés, blessés à l'arme blanche. Donc déjà, comment ils rentrent avec des armes au stade, c'est une autre question. On se pose la question. On a déjà vu des machettes dans les tribunes. Hein. Moi, je me souviens d'un Classico Rosarino où ils ont des machettes dans les tribunes. ça arrive surtout à Rosario. C'est ça. Surtout à Rosario. Mais il y a un précédent qui s'est créé il y a très peu de temps et qui peut potentiellement, on va voir comment ça évolue, mais ça peut être très grave. C'est-à-dire que ce qu'ont fait Vélez, c'est qu'ils ont interdit de stade une grande partie de supporters, dont des Barras, mais dont aussi des personnes innocentes. Il y a des personnes qui résidaient en Espagne qui ont été interdites de stade parce que on a décidé, non, on va prendre cette partie de personnes-là et on va tous les interdire de stade. Comme ça, on dit qu'on a fait quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé au début de la saison? On se retrouve avec la Barra de Vélez dans le stade. Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, ils sont interdits de stade. Donc, quand vous êtes interdit de stade en Argentine, vous passez votre DNI, qui est la carte d'identité. Le moulinette, la molinette, elle ne peut pas s'ouvrir. En fait, si vous êtes interdit de stade, c'est juste pas possible. Et c'est ce qui se passe. Diceo n'entre pas à la Bombonera. Vous ne verrez pas Diceo à la Bombonera parce qu'il est interdit de stade en Argentine. Donc, il ne peut pas rentrer. Mais là, on a vu la Barra de Vélez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Barras de Vélez en question sont allés à la justice et on dit concrètement, écoutez, quelles sont les preuves? Pourquoi je suis interdit de stade? J'ai pas de condamnation, il n'y a pas de condamnation en cours, mais moi je suis sur la liste d'interdiction de stade. C'est pas normal en fait, selon la loi. Pourquoi? Et effectivement, la justice, comme il n'y a pas de preuves, comme il n'y a pas de preuves tout simplement, on peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Et donc du coup, les Barras ont été libérés. Problème, ce cas, maintenant, a créé une jurisprudence. Et on a un petit peu peur en Argentine que à peu près, je crois qu'il y a environ 5000 personnes qui sont interdites de stade fassent plus ou moins la même chose, parce que la plupart des interdictions de stade sont émises par les clubs, c'est le cas de River, mais sont émises de manière totalement arbitraire. Alors évidemment, la plupart du temps, ils ont raison, les clubs. Mais comme ils ne peuvent pas vraiment prouver l'interdiction de stade,
il y a cette jurisprudence qui s'est ouverte et on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, mais c'est pas tout rose et connaissant la politique argentine, j'ai du mal à voir comment on va s'en sortir à ce niveau-là. Ouais. Et on rappellera, hein, t'évoquais Vélez, on rappellera que celui qui en fut le président jusqu'en 2017 était l'ancien chef de la Barra. Était un ancien Oui, Barra plutôt, Raúl Gámez, et très très connu, hein, c'est quoi, c'est Pistola son prénom, son surnom je crois. Très très il me semble connu, que c'est. il avait et on l'avait croisé notamment à la Coupe du Monde 86 d'ailleurs, hein, je vous renvoie vers le livre 22 juin, il est question de Raúl Gámez, il est présent dans ce livre. Pour des choses très très spéciales qui se sont passées dans les tribunes le jour de cette Argentine-Angleterre. Vous allez croiser celui qui ensuite est devenu président de Vélez et qui a été un Barra très 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 célèbre. Donc vous voyez qu'on peut faire carrière de Barra et ensuite carrière euh, sur un autre type de carrière. Voilà. Il y a aussi une histoire à Racing où les Hinchas ont balancé un supporter des tribunes. C'est pas à Cordoba. C'est pas Talleres. C'est Il pas me sur semble un que c'est ça. Talleres Belgrano. Il me semble que c'est. J'ai Ouais, un souvenir d'un mec qui se j'ai fait un doute balancer là. en tribune au Kempes lors d'un Talleres Belgrano. C'est possible. Ça Ça me doit dit être. quelque chose en tout cas. Je ne saurais pas trop dire le match même. Ça commence à C'est dater, arrivé. hein. Ça commence à dater très fort, mais moi j'ai souvenir de cette image-là. Mais c'est possible aussi qu'ils aient fait ça à Racing, mais vraiment là pour le coup, moi tu vois, celui qui me revient en tête, c'est celui de Cordoba. Donc on le voyait, tu parlais de Vélez à l'instant, dernier point d'actu par rapport à cela, là aussi, voilà. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, ville très particulière, donc chose très Rosario. particulière, Oui. Rosario, et ce qui se passe du côté de Newell's. Alors, grosso modo, à Newell, c'est très récent, hein. C'était jeudi, si je ne dis pas de bêtises. On a quelqu'un qui a été abattu juste devant le stade. Alors, pour te donner une idée, Nico, pour que tu vas t'en souvenir, c'est là où on voulait vous emmener pour manger les assados à Newell's. Et on avait été demandé, on était revenu parce qu'ils ne nous avaient pas Yep, accepté avec les caméras, tu te souviens? ouais, C'était juste en face de l'entrée du club, donc un endroit social, parce que les clubs, il y a cet aspect social qui est très important en Argentine. Et en gros, si vous allez à Newell's, près du parc, qui n'est pas près du parc, il y a, il y a donc un endroit où il y a une sorte de petit bar qui est juste à côté de la tribune. Et donc, en général, il y a souvent des habitués, donc Barra ou non, qui sont pour manger un asado, pour boire un coup, ce genre de choses. Et il y a une personne qui a donc été, c'est pas encore défini si elle se baladait ou si on l'a ramenée de force devant le club, mais elle était abattue de 3 balles. Et elle avait dans sa poche un message qui doit s'afficher à ouais, il l'écran y est, je l'ai mis. qui dit Dejen de sacar los pibes del club para tirar tiros a Rosario. En français, ça donnerait arrêtez de sortir les petits jeunes du club pour qu'ils aillent tirer des balles à Rosario. Donc il y a tout un lien. Rosario est la ville très clairement la plus dangereuse d'Argentine, une des plus dangereuses d'Amérique du Sud, sans aucun doute, qui est contrôlée, totalement contrôlée par des cartels. Tu as Los Monos, par exemple, qui est le gros cartel connu de Rosario, qui gère un peu la drogue à Rosario. Et Rosario est devenue une ville quasiment inhabitable. Je connais pas mal de personnes là-bas. Donc à la base, j'avais tendance à dire oui, non, il y a certaines personnes qui exagèrent, mais en fait, à force de demander à une autre, qui n'ont rien à voir entre eux, tu te rends compte qu'il se passe quand même des choses graves à Rosario. Il se passe tout. Il n'y a clairement pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un homicide. C'est vraiment la plaque tournante de la drogue en Argentine, sans aucun doute. Et c'est quand même assez. Tu respires l'atmosphère. Quand tu es à Rosario, honnêtement, et que tu y restes, j'y suis resté une semaine, hein, par exemple. Et pourtant, j'ai connu d'autres villes un petit peu tendues. On parlait tout à l'heure de Medellín, Cali, Rio, ce genre. Je les connais, j'ai déjà vécu aussi, mais Rosario, c'est vraiment particulier. Il y a certaines zones où clairement tu ne peux pas y aller, quoi. Et pour en revenir à ça, il se trouverait que ce serait Los Monos, donc la bande qui gère, la principale bande qui gère la drogue à Rosario, qui aurait laissé ce message-là dans sa poche, justement, pour avertir les Barra Brava, qui, grosso modo, fallait pas faire les cons. Faut pas Donc venir pendant un moment, empiéter on a sur le pensé, territoire, quoi.
Voilà, exactement. Et à savoir que Los Monos, ils s'allient évidemment à la fois avec Newell's et à la fois avec Central. Parce que ils ont tout intérêt à se mettre avec les deux, puisqu'ils veulent contrôler la ville, diffuser la drogue c'est GTA, par hein, l'intermédiaire Rosario. des bars aussi. Oui, Rosario, non, c'est GTA. C'est c'est terrible, tant du bar- on en rigole, mais vraiment, pour le coup, Rosario, c'est GTA. Et ben, rien que ce fait-là, il y a de fortes chances, c'est mon avis, j'ai aucune preuve pour le dire, qu'on ait ramené ce mec en question. Important, la personne abattue en question n'a aucun lien avec les Barra Brava et n'a a priori pas de lien avec le trafic de drogue non plus. Donc il pourrait s'agir d'un innocent total. Donc ils ont ouais, c'est ça, Mais ils ont pris un random et ils s'en sont servis comme c'est pas prouvé, c'est pas prouvé. Ouais. Après peut-être que c'est très récent, hein. C'est très récent, ça fait même pas une semaine, donc on n'a encore pas forcément toutes les infos. Et on Mais les en tout aura cas, peut-être c'est pas pas un toutes non membre de plus. la Barra Brava. Oui, il y a de fortes chances que non. Même si après, je donnerai des noms de journalistes à suivre pour avoir ce genre d'infos. Ouais. Et donc, grosso modo, on a pensé à jouer le match à huis clos, mais de toute manière, ça aurait été totalement contre-productif parce que c'est ce qu'ils voulaient en fait. Ça aurait arrangé les personnes qui ont commis le meurtre que la sécurité interdise les inchats du stade, puisque concrètement, la Barra Brava n'est pas impliquée, ça n'a rien à voir avec le football, cette histoire, même si ça s'est passé malheureusement juste devant le stade. Ouais. Donc on le On voit. va attendre d'en savoir plus. Ouais, on va attendre d'en savoir plus. Donc on le voit. On parlait de mafia, donc il y a forcément ces guerres de gangs, ces guerres entre mafias qui sont pas forcément liées entre guillemets au football. Vous avez bien compris le lien que l'on fait entre les barras et le foot, il n'est pas forcément voilà. Ça dresse un tableau assez sombre de l'histoire. On parlait tout à l'heure du fait que les instances ne font rien et ne feront rien pour ça parce que il y a un tel niveau de corruption et de conflit d'intérêts entre les uns et les autres. C'est le principe des mafias que c'est très difficile de faire tomber les uns et de ne pas faire tomber les autres. Donc c'est un petit peu un château de cartes toute cette histoire. Et pourtant, il y a un petit village d'Astérix qui est en train d'essayer de se constituer bizarrement, qui a vraiment pour le coup pris les choses en main. Ce village d'Astérix se nomme River Plate puisque River a pris justement la décision de s'attaquer, tu les as cités, hein, les Borrachos del Tablón qui sont très très connus comme hinchada de River. River a décidé de s'attaquer de manière frontale à ces barras. Exactement, c'est-à-dire que Brito, qui est arrivé l'année dernière, si je ne me souviens pas, ou l'année d'avant, en fin d'année d'avant. Mi-saison, je crois. Ou par là. C'était mi-saison, d'accord. Ouais, il me semble que c'est mi-saison, le passage avec Donofrio. Ouais, c'est ça. Et concrètement, Brito est arrivé au club. Brito, le président. Discuté sur la politique. Ouais, Jorge Brito, président de River, qui a clairement dit, moi, les barras, c'est très bien, mais j'en veux plus dans mon stade. Et donc ça, c'est quand même très fort parce que pour refaire un parallèle, Independiente, juste avant de descendre, en 2013, avait lutté contre les barras. Donc il y avait une femme, je me souviens plus de son nom malheureusement, mais qui avait été embauchée pour gérer la sécurité. Et elle avait déjà coupé court au fait que Independiente, en tant que club, donnait de l'argent aux barras. Mais elle avait démissionné très rapidement puisqu'elle n'était pas d'accord avec son président. Elle voulait carrément expulser les barras du stade comme Brito l'a fait et le fait. Mais le président n'était pas d'accord et elle a notamment dit ok, couper l'argent aux barras c'est bien, mais moi je ne veux pas jouer dans un cimetière. Et donc Brito a clairement porté ses cojones, parce qu'il faut le dire, c'est quand même une décision forte. On parle de River Plate, on ne parle pas de Olimpo, de Bahia Blanca, on parle de River. Fais gaffe, il y a peut-être des supporters d'Olimpo dans le chat. On vous aime, hein, mais... Avec tout le respect qu'on doit... Voilà. J'ai les couleurs, là, regarde. Ou Olimpo. C'est pas voulu, c'est pas grave. Putain, ils vont croire que c'est travaillé, cette histoire. Et non. Et donc, du coup, concrètement, Brito a dit maintenant dehors. Il a mis un derecho d'admission, donc interdiction de stade, à tous les barras de River. On va revenir très très rapidement sur l'ancien chef, ou plutôt le chef actuel, mais on va voir qu'il y a des divisions dans cette famille des Borrachos del Tablón. C'est del Tablón, c'est Caverna Godoy qui est tombé en mai dernier, qui
qui est tombé en mai dernier, qui est tombé juste avant, en réalité, le match retour de la finale de la Copa Libertadores 2018. Il a été victime. En gros, il y a eu un mandat et les policiers sont allés chez lui et ils ont trouvé l'équivalent de 270 000 dollars en pesos argentins, dollars, couronne danoise, guarani, reais brasileiros et peso mexicain. Donc, toutes ces monnaies représentaient environ 270 000 dollars à l'époque. Et il avait donc été incriminé pour Il y avait des chef armes aussi, hein. d'association. Ouais, il me semble qu'il y avait eu des armes, ouais. Il me semble qu'il y avait eu des armes. Oui, ouais. Effectivement, il y a des armes. Et il a été donc condamné à ce moment-là pour chef d'association illicite plus délit de désobéissance pour avoir violé l'interdiction judiciaire de fréquenter le stade. Alors, la deuxième cause, la première cause, le chef d'association illicite n'a jamais pu être prouvé. Donc, il a été très vite libéré à ce niveau-là. Mais en mai dernier, donc en mai 2022, il a été arrêté. Je crois qu'il n'avait pas le droit d'approcher le stade à 2 km. J'ai un doute sur le périmètre exact, mais il était dans le périmètre et donc il a été emporté en tôle au mois de mai. Fin d'année, fin décembre, le 28 ou le 30, j'ai un doute. Il a été libéré après avoir convaincu la justice en donnant l'équivalent de 50 000 pesos à un hôpital. Alors, pour vous donner une idée, 50 000 pesos argentins, c'est 246 dollars auto officiel, 128 dollars au blue. Donc, en gros, il a donné 128 euros à un hôpital et il est libéré parce que c'est bien. Magnifique. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu peur parce que c'est tout récent, ça fait un petit peu plus d'un mois. Et los borrachos del Tablón, ils sont concrètement divisés en 3. Et on a notamment quelqu'un du nom d'Ivan Matias qui avait été viré de la tribune et qui avait été retrouvé dans une vidéo lors du banderazo de River contre Racing, donc dernière journée du championnat de l'année dernière au mois d'octobre. Et lors de ce banderazo-là, il y a une camionnette qui était remplie il y avait certains dirigeants de River qui avaient été un peu secoués, bousculés, et les Barras Bravas réclamaient des entrées, réclamaient d'être entendus. Donc concrètement, il y a des pressions sur les dirigeants, mais Brito ne cède absolument pas. C'est-à-dire que les Barras ne sont plus au stade, ne sont plus autorisés à rentrer, gèrent le négoce dehors. Principalement, on va le rappeler, le stade de River est très utilisé pour les concerts de Monumental. Il y a beaucoup de concerts, donc à ce niveau-là, je crois que ça ne s'applique pas, donc ils peuvent continuer à gérer leur business, mais gèrent également tout ce qui est déplacement. Donc il y en a très peu. Il y a les déplacements de Copa Libertadores, les déplacements de Copa Argentina, je vous le disais il y a un petit peu plus tôt, les polices des régions un petit peu lointaines de Buenos Aires ne sont pas forcément au courant, n'appliquent pas forcément le derecho d'admission. Donc, on a pu voir lors d'un amical, il me semble que c'était contre la Serena, c'était contre le club chilien qu'ils ont joué à San Luis en pré-saison. La Calera. Celui-là où se blesse, où Craneviter se fait défoncer. Craneviter se blesse, exactement. Et donc, on a vu une partie de la Barra Brava de River là-bas, comme pour s'imposer, en fait, pour dire, bon, écoutez, on est encore là, même si, bon, c'est valable que pour très peu de compétitions au final, puisque la Copa Argentina, c'est de temps en temps, il y a quand même pas trop de matchs. River commence en 32e, donc ça nous donne 32, 16e, ça donne 5-6 matchs. 6 matchs. Libertadores, 6 matchs max, hein, parce que ça saute avant en général. Oui, même si, bon, ils peuvent la gagner sans problème. Oui. Et en Libertadores, bon, ça peut aller jusqu'en quart demi minimum. Normalement, si River, c'est demi-finale. Théoriquement, même si ces dernières années, River Boca, c'est plus compliqué, c'est des clubs qui doivent aller loin. Ouais. Mais tu le dis, donc les dirigeants et Brito ne cèdent pas, vont même beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va évoquer les conséquences de ça. Et je le disais tout à l'heure sur toute l'ambivalence de la chose, c'est que les Barras sont vraiment essentiels, façon de parler, je ne sais pas comment le dire d'une autre manière, à l'ambiance dans les stades.
Parce que tout ce que vous aimez sur la folie, la démesure argentine, l'aspect pyrotechnique, l'aspect puissance des tribunes, est aussi extrêmement lié au Barra, hein, qui joue ce rôle-là. On l'a vu dans les semaines qui ont suivi le fait que les Barras ont été chassés du Monumental. On a vu aussi une ambiance du Monumental qui a changé. Certains ont critiqué hein, le fait que l'ambiance était moins folle. Et je me souviens, on va l'évoquer là tout de suite sur les conséquences, plus d'ambiance, plus de tambours notamment, les fameux tambours, hein, ça a été beaucoup évoqué, hein, les fameux tambours de River, mais Brito n'a pas cédé et disait même, si les tambours doivent être liés à la violence, eh ben je veux pas de tambours dans mon stade. C'était très fort quand même, et ça a un effet, quoi. C'est ça les conséquences. Ça fait partie des conséquences. Tout à fait, exactement. Moi, je me souviens que quand j'ai été couvrir le premier match de River Monumental l'année dernière, River Atlético Tucumán, j'ai discuté avec qui est devenu un ami à moi, un périodiste, un journaliste de River. Il savait pas que j'étais de Boca, évidemment, puisque c'était la première fois qu'on se rencontrait. Sinon, on serait plus amis. Et donc, il m'avait dit sans problème, en fait. Il m'avait dit sans problème, parce que c'est un peu le problème, c'est que comme il n'y a plus d'ambiance, forcément, de l'autre côté, ça charrie forcément. Il m'avait dit, en fait, concrètement, ça me fait chier parce que comme il n'y a plus de rythme, les tambours donnent le rythme, tu écoutes à la fois le virage nord et le virage sud, et c'est totalement désynchronisé, il y a beaucoup moins d'ambiance, c'est n'importe quoi, en fait. Tu as perdu une ambiance et tu joues quasiment au théâtre. River, qui, lors des grandes soirées, il n'y a pas de problème, met beaucoup d'ambiance. On a notamment des recibimientos qui sont impressionnants. Vous allez voir celui de 2015 contre Tigres, il y en a eu qui sont incroyables. Mais de forme générale, après, River n'est pas non plus considéré comme la hinchada avec la meilleure ambiance du monde. Donc déjà, dans ces cas-là, dans un match normal, c'est bien, mais c'est pas forcément génial. Sans les Barra Bravas, ça devient n'importe quoi. Et Brito a contracté une bande de supporters de River, de musiciens en fait, pour mettre un petit peu d'ambiance dans le Monumental. Donc là, on a le retour un peu des tambours, mais plus géré par les Barra Bravas. Ouais, c'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire, pour bien comprendre, et si vous n'êtes pas des habitués du football argentin, c'est pas anodin hein, ce que dit Vincent sur les tambours, on en sourit, mais c'est important, et sur la notion de rythme, indépendamment de l'ambiance qu'ils mettent au stade, les tambours donnent un rythme. Et c'est eux aussi c'est ça qui est très fort avec l'Argentine, c'est que les percussions et les chants rythment aussi les matchs. C'est ça qui est très particulier à l'Argentine, c'est-à-dire qu'un match ne peut s'endormir s'il n'y a pas de rythme donné par la tribune. C'est bizarre de le dire comme ça, mais pour le résumer un petit peu, c'est un peu cet esprit-là. Et c'est vrai qu'on avait des rencontres. Alors ça ferait des ambiances, si je devais caricaturer un peu, on avait des ambiances un peu à l'européenne, toute proportion gardée, parce que ça restait quand même Europe plus, au Monumental sans les Barras. Et là où c'est très fort ce que fait Brito, c'est justement, et tu le disais, de recruter des musiciens, de leur fournir des locaux dans lesquels ils peuvent entreposer leurs affaires de manière sécurisée, parce que les Barras avaient menacé de leur voler leurs instruments et tout. Donc ils ont des locaux au sein du stade dans lesquels ils peuvent récupérer leur matériel, ils peuvent l'entreposer et tout, c'est surveillé. Et ils les ont ramenés dans le stade pour justement redonner un rythme aux rencontres et qu'on réentende le son des tambours. Et si vous écoutez, si vous suivez des matchs de football argentin, ou si vous ne l'avez jamais fait et que vous allez le faire, vous remarquerez que la musique est extrêmement présente dans les stades. Il faudra qu'on en parle un jour, tiens, de tout ça. La musique est très présente dans le stade et c'est elle qui dicte presque le rythme d'une rencontre. Elle l'accompagne, elle suit la rencontre et c'est assez impressionnant par rapport à ça. Donc c'est pas un détail les tambours et la phrase de Brito n'est pas un détail et ce qu'il fait derrière n'est pas un détail en voulant les ramener d'une autre manière. Et c'est là où c'est très fort, on le voit, il y a ces conséquences-là. La question qui se pose derrière, un petit peu aussi, Vincent, par rapport à tout ça, c'est est-ce que cette histoire-là, elle est pérenne? Est-ce que c'est possible pour River de tenir? Alors, on l'avait déjà dit dans des lives, si Brito le fait aussi, c'est qu'il le fait dans une période où River peut se le permettre, parce qu'on a eu l'ère Gachardo qui a été une ère absolument dorée. Là, c'est des Michelis, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont entretenir cette capacité à regagner, à être toujours un géant? Tu évoquais tout à l'heure le cas Independiente quand ils se sont attaqués au Barra dans des conditions très particulières. Independiente jouait sa survie.
Donc, crise de résultats. Donc, c'était peut-être pas forcément la meilleure période non plus. On a vu comment ça s'est terminé. Pierre le disait dans le chat, ils ont retourné le siège, hein, les Barras, concrètement. Est-ce que ce problème-là, et est-ce que la voie que montre River, est-ce que ce problème-là est soluble ou pas? Et est-ce que cette voie entreprise par River peut être suivie par d'autres clubs? Pour moi, non. Ou servir de modèle. Pour Je l'instant, termine ma question. Servir de modèle. malheureusement, j'aurais tendance à dire, si tu me demandes mon avis, non, pour être tout à fait honnête. Mais je persiste à croire que si un club comme River y arrive sur la durée, ça va forcément ouvrir des portes. Et à ce niveau-là, Brito a vraiment l'air droit dans ses bottes, parce que là, il a clairement résisté à la plupart des menaces. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de menaces que ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc concrètement, si les résultats tiennent, il n'y a aucune raison qu'ils reviennent. Si ça se passe très mal, il n'y a pas de raison. Sur l'effectif de River, honnêtement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il n'y a pas spécialement de problème. Il ne devrait pas refoutre les pieds dans le stade pour le moment. Le problème, c'est que Brito est très critiqué sur sa gestion du club de forme générale. Il est un peu en train de faire ce qu'avait fait Macri à toute proportion gardée avec Boca, en transformer un peu River en entreprise. Et ça, du côté des sociaux, ça passe moyen. Mais à ce niveau-là, avec les sociaux, avec les Barras, pardon, ce qui fait totalement respectable. Et pour vous donner un parallèle avec l'ennemi toujours, avec Boca, Riquelme, il n'y a pas longtemps, a dit, vraiment, il l'a dit comme ça, et je ne crois pas qu'il ait dit je salue, mais il a dit concrètement, los pibes detrás del arco se portan bien. Donc les mecs derrière les mecs en tribune, en virage, se portent bien. Sous-entendu, les Barras se portent bien. Donc c'est cool, c'est bien. On est un peu dans la gestion, on laisse les Barras, mais par contre, en revanche, on ne veut pas de scandale. Et c'est un peu ce qui est en train de se dérouler à Boca, ce qui s'est passé sous Angelici aussi. Il y a eu des écoutes d'ailleurs, où il y a eu un audio, il me semble, ou un message sur WhatsApp, où on avait clairement lu un autre dirigeant de Boca qui avait envoyé à un représentant de la Barra Brava, Daniel Angelici, a clairement dit qu'il ne voulait pas de bordel dans le stade avec vous. Et que pour le reste, il s'en foutait, grosso modo. Donc forcément, ça a été démenti par le principal intéressé. Mais la norme en Argentine, pour l'instant, c'est la cohabitation silencieuse, malheureusement, comme on en parlait. C'est une sorte de gentleman agreement. Faut pas le bordel dans mon stade et tu peux faire ce que tu veux en dehors. Exactement, tout à fait. Et nous, on ne te fait pas chier, nous, on ne t'embarde pas. Mais par contre, on ne veut pas de bagarre en tribune, on ne veut pas de règlement de compte, on ne veut pas de meurtre, on ne veut pas ce genre de choses. Si vous voulez vous tuer, vous pouvez le faire loin. Vous allez dans un champ, comme certains ultras, en fait. Comme les fights, comme les hooligans néerlandais qui se fightent entre Ajax et Feyenoord dans des aires d'autoroute. Voilà, ou même, les groupes qui n'ont rien à voir avec les supporters et qui se fightent sur des aires d'autoroute, dans des champs, dans des forêts. Mais ça, ce pacte-là, comme tu le dis, c'est le mot que je cherchais, pacte, au lieu de gentleman agreement, parlons français. En Italie aussi, il nous dit, ma foi, ouais, voilà, c'est ça, c'est cette espèce de pacte de non-agression dans l'enceinte. Voilà, on le dit, même River n'a même pas dit ça. River a dit, vous dégagez, point. Et donc la question, c'est est-ce que River va pouvoir servir de modèle? Vincent vous dit, bon, pas sûr quand tu vois les autres dirigeants. Maintenant, si ça fonctionne, cette histoire, si ça fonctionne, pour l'instant, ça en prend le chemin. En plus, le Monumental a été totalement remodelé. On va avoir un nouveau type de stade. Si ça fonctionne véritablement, on va essayer de terminer sur une note positive. On peut imaginer que derrière, ça soit suivi par d'autres, quoi. Exactement. Après, le problème, c'est que c'est comme toujours, il va falloir résister à la pression. Et le problème, c'est que les Barra Brava, ils n'ont pas froid dans le dos quand il s'agit de menaces. On en parlait dans un live l'autre jour, par exemple, quand Angelici Boca avait évoqué l'idée et convoqué une réunion pour quitter la Bombonera et construire un autre stade. Il y a eu certains Barras qui sont entrés à la réunion et qui ont mis 2-3 coups de couteau, tout simplement. Donc il va falloir résister. Ouais. Et ça, malheureusement, on parle de beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Vous avez vu les Barra Brava. Les Barras sont surtout protégés parce que c'est gangréné, en fait. Le système est totalement gangréné, donc ils ont les juges avec eux. Et on paye un peu les policiers à droite à gauche.
c'est très très dur de les éradiquer. Et comme l'argent et le pouvoir sont très importants, Ouais. j'ai quand même du mal à voir une généralisation du comportement de River. Eh ben, écoute, on verra bien. On est d'accord, on a du mal à imaginer que ça puisse avoir des répercussions à l'échelle nationale, mais si au moins River arrive à nettoyer complètement son stade, et pour l'instant, ça en prend le chemin parce qu'on est quand même très très loin du cas Ouais. Independiente. Il me semble que c'était 2013 l'histoire de Independiente. 2013. C'est ça. Hein. Ouais, Et, c'est ça. C'est ça. et donc voilà, on va saluer Nostromo qui Nico, arrive en retard. C'est pas bien ouais, ça, Nostromo. Oui, vas-y Pierre. Nico, je peux couper, on va faire une petite parenthèse football quand même, parce qu'on reste une émission de football. Quatrième but hein, pour l'Uruguay. Voilà, ouverture de Matteo Pavone et oh là là, une véritable papinade pied gauche. Ok, il fallait qu'il nous glisse un truc de Marseillais. Terrible. Ah, En non, plein non, milieu de Ouais. l'émission, il fallait qu'il nous envoie un voilà, truc de Marseillais. Voilà. une vraie volée, première intention sans contrôler d'Alvaro Rodriguez. Ça fait 4-1. Il reste 10 minutes. Ouais, en 83e minute. Donc, allez, 10 minutes avec les arrêts de jeu. Et donc Mais l'Uruguay va au voilà, mondial. l'Uruguay, 4-1 et l'Uruguay est officiellement au mondial. Mais Bon, on le savait. quel but. Hein. Ouais, on le savait, mais quel but hein, d'Alvaro Rodriguez. Vraiment, vraiment une pied gauche instinctivement magnifique. Et Joueur. donc voilà, et j'en profite pour vous dire à tout de suite, hein, puisque là, il faut prendre la Exactement. direction du camping. Donc voilà. Ça Exactement, on marche. va te retrouver tout à l'heure au camping. On va clore d'ailleurs notre dossier Barra là-dessus, sur le but d'Alvaro Rodriguez, doublé du joueur du Real. Donc, un petit peu de foot pour terminer. Même si c'est reste lié au foot, on vous l'a dit, vous l'avez compris. C'est pas blanc-noir, hein, c'est très compliqué l'histoire des barrages. J'espère que vous avez saisi à quel point il y avait des choses un petit peu, c'est très particulier, et c'est aussi pour ça qu'il va falloir suivre ce que fait River de manière très proche sur les prochains mois, les prochaines années, voir si c'est pérenne sur la durée, voir aussi si en fonction des élections des uns et des autres, de la succession des C'est ça. présidents, ce que fait Brito peut avoir un héritage, peut être repris et suivi et poursuivi dans la même voie, ça sera une grande question. Mais c'est vrai que c'est quand même important qu'un club de la dimension de River puisse s'attaquer à ce problème-là et puisse le faire aussi sérieusement. Voilà. On parlera des barras, Et comme le dit Pierre, on parlera de barras colombiennes la semaine prochaine. Mais des barras dans le sens positif du terme. Vous verrez qu'il peut y avoir l'appellation barra peut regrouper des termes positifs. Tu voulais conclure, Vincent, un dernier truc? J'allais te dire, c'est quand même important. Tu disais, c'est à la fois important parce que c'est River, mais c'est aussi une des premières fois, parce que concrètement, on a le cas d'Independiente où ça s'est très mal passé, et des autres cas d'éradication de tentatives aussi fortes, il n'y en a pas. Concrètement, il n'y en a pas. Donc c'est très bien ce que fait River. Exactement, et c'est un gars qui a un maillot de Boca qui est en train de vous le dire. Dernier truc pour terminer. Menos barras, más biras. C'est un très beau. Adage. C'est une très belle phrase. Tu sais quoi, on va la conclure là-dessus. Merci à toi, Gilles 17 Royal, pour ça. C'est parfait. Allez, il y a une petite question de Nostromo pour savoir s'il y a une distinction entre Incha et Barra qui existe ou il y a une confusion. Non. Alors tu réécouteras le départ. La définition de Barra, elle est très claire. Hein. Un Incha n'est pas un Barra. Un Incha est un supporter. Un Barra est un membre. Un Incha vient supporter. Un Barra fait son métier. Voilà. on va la faire comme ça. Juste avant de clore ce dossier, Vincent, les noms des journalistes que tu veux inviter à suivre. Oui, pour avoir justement si ça intéresse d'aller plus loin, si vous lisez l'espagnol, hein, par contre, pour suivre oui. un petit peu plus ces affaires-là. Exactement. Alors, il y a Gustavo Gravia qui écrit notamment pour TIC et InfoBAE. Et l'autre, c'est Pablo Carroza. Alors, Pablo Carroza, un Twitter, c'est pas le cas du premier. Et Carroza, dernièrement, publie beaucoup plus de vidéos. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué autant pour les personnes qui ne parlent pas espagnol. Vous pouvez vraiment aller voir sur TIC ou sur faire Google Trad ou sur InfoBAE parce que Google Traduction, DeepL, ce genre d'outil qui fonctionne très bien. Autant pour les vidéos de Carroza, ça va être un peu plus compliqué, mais sinon l'autre, c'est Pablo Carroza que vous pouvez suivre sur Twitter, YouTube et Instagram. Et Gustavo Gravia, il me semble qu'il n'a pas de réseaux sociaux. Donc on vous mettra les liens dans la description sur les rediffusions.
Oui. D'ailleurs, Gustavo Gravia et il me semble qu'avec Carossa ont écrit un livre sur les Borracho del Tablón. Et il y a aussi un excellent bouquin que je peux vous conseiller parce que je l'ai lu, celui-là. Ça s'appelle La Doce. Et La Doce, la historia de la barra brava. Alors, il y a une édition en portugais, mais je crois qu'il n'y a pas d'édition anglaise, française. Française, c'est sûr. On n'y pense même pas. C'est ça. Mais si vous pouvez si ça vous intéresse, si le thème vous intéresse, en espagnol, il me semble que c'est disponible en e-book aussi, donc ça peut être intéressant. Exactement. Si le dossier vous intéresse. Exactement, voilà, c'est là-dessus que l'on conclut ce dossier Barra qui termine presque notre émission puisqu'il nous reste une petite rubrique, vous la connaissez, c'est le traditionnel Golasso Hello. On va commencer justement par le résultat du vote de la semaine dernière. Sachez que le Guatemala c'est... comment dirais-je, a mené une opération, sur les réseaux sociaux pour faire basculer le sondage en faveur de ce but guatémaltèque de Brian Lemus pour Xelajú. Voilà, c'est lui donc qui gagne très largement parce que franchement, il y a eu, voilà, le tweet a été très très partagé, notamment par le club et par les supporters. Donc voilà, ça y est allé à fond, le clubisme marche toujours, messieurs, dames. Si vous avez un club dans votre sélection, n'hésitez pas à les impliquer si vous voulez faire gagner votre petit préféré. Bon, le but est pas mal. À titre personnel, il me rappelle le plus beau but que j'ai marqué en équipe de jeunes. J'avais mis exactement le même du pied droit, pas du gauche. Mais voilà, avec cette lucarne rentrante opposée, j'avais fait exactement la même. C'est peut-être pour ça qu'on s'appelle lucarne opposée. Tiens d'ailleurs, en y réfléchissant. Bref, voilà, on va passer... On va passer à la sélection de la semaine, les Golasso Hello. Pareil, si vous nous écoutez sur les replays audio, va falloir aller du côté... Non, on n'a pas de vidéo de mon but, Nostromo. C'était une époque où on faisait pas de compil YouTube. Hein. C'est l'époque où j'étais U17, U15 ou U17. Enfin voilà, c'était déjà les terrains à 11 comme ça, mais je sais même pas quel équivalent à cette époque-là. Et voilà, c'était de cet endroit-là, du pied droit, et j'avais été chercher la lucarne à l'opposé. Mais bon, voilà, il n'y a pas de vidéo à cette époque-là, on faisait pas de compil et il n'y avait pas YouTube, hein, donc ça n'existait pas. On faisait même pas de VHS, tu vois. Bref, on va passer à la sélection de la semaine parce que là, il y a des vidéos, ça va arriver. Je le disais, si vous nous écoutez sur des podcasts audio, je vous invite à vous tourner vers YouTube pour voir justement ces buts. On arrive donc au terme de ce 9-10, 31e du nom. On va vous remercier d'avoir été présent dans le chat. On remercie tous ceux qui nous écoutent sur les rediffusions, qu'elles soient audio, qu'elles soient vidéo sur YouTube. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur ces différentes plateformes, à vous abonner si vous le pouvez à certaines de ces plateformes parce que ça nous permet, c'est un moyen de nous soutenir. On vous invite à vous procurer nos livres, nos magazines, si vous le souhaitez, il y a tous les liens dans la description et tout et tout. On va en rester là pour ce 9-10, on va vous donner rendez-vous dans moins d'une heure, dans 30 minutes à peu près pour le Sudamericano. Ça va laisser le temps à Pierre de se rendre au camping. On va vous donner donc rendez-vous d'ici une grosse demi-heure pour aller suivre le Sudamericano, 3e journée de ce Sudamericano. Et sinon, on vous donne rendez-vous dimanche soir pour la prochaine soirée Sudam, River Argentinos Junior. Promis, il y aura des buts, on s'est engagé. On n'a pas le choix, on s'est engagé, il y aura des buts et Vincent ne sera pas là. Donc il y aura des buts. On verra. River joue, je suis pas là. Ouais, c'est bizarre, hasard, mais... C'est très très étonnant cette histoire. Bref. J'ai averti avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bref, sinon on vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h pour le prochain 9-10. Ça sera le 32e du nom d'ici là. Portez-vous bien, regardez surtout beaucoup de foot. Abrazo a todos et à la semaine prochaine pour le prochain 9-10.